effet, nous reprenons cette promenade qui est, comme je l'avais dit, non pas une promenade thématique, qui est une des approches possibles de l'hôtel particulier, mais pour garder un peu de saveur avec ce sujet si merveilleux, une approche topographique, ce qui ne nous empêche pas à chaque fois de nous reposer la question, évidemment, de la signification profonde de ces hôtels et du message qu'ils nous délivrent. On a été très vite la dernière fois, et je vous prie de m'en excuser, parce qu'à la fin, pris par le temps, j'ai accéléré la visite de l'hôtel Lambert, que vous pourrez peut-être refaire si vous avez l'émir du Qatar dans vos relations privées. Et je vais donc reprendre aujourd'hui, après ce feu roulant de la semaine dernière, on va poser un peu notre regard calmement sur un hôtel disparu, mais très important pour les historiens d'art dans cette généalogie de l'hôtel parisien. Il s'agit de l'hôtel de Jars, qui se trouvait rue de Richelieu, exactement en face de l'entrée de la Bibliothèque nationale ancienne manière, et qui est recouvert aujourd'hui par la rue Louvois et le square qui porte le même nom. Cet hôtel, qui a été construit en 1649-1650, donc nous sommes vraiment, vous voyez, tout juste après notre hôtel Lambert, si cher aux amoureux de l'architecture de la semaine dernière, cet hôtel a été construit par François Mansart, dont j'ai eu l'occasion de dire le rôle capital, notamment au moment de, bien sûr, l'hôtel de Lavrière, avec cette célèbre galerie sur jardin et ce système, vous vous souvenez, d'avant-corps donnant un grand sens plastique aux façades de l'hôtel, sur cour comme sur jardin. François Mansart, donc, est un de ces architectes qui, comme Louis Levaux, comme Pierre Lemuet, a été très sollicité pour construire des demeures aristocratiques. Et le commandeur de Jars, François de Rochechouart, lui a demandé un hôtel sur une parcelle qui, vous le voyez tout de suite, n'est pas très grande, qui est située dans un quartier en revanche à la mode, le quartier qu'on appelait des Fossés Jaunes, ou Richelieu, puisqu'il était proche du palais cardinal, devenu notre palais royal. Et ce commandeur avait trouvé là une parcelle qui, évidemment, pour nous, aujourd'hui, paraît un peu réduite, mais il faut imaginer qu'à l'époque, la rue de Richelieu était très peu bâtie dans cette partie haute, et de la maison, on n'avait en fait pas de voisinage, et plutôt un regard très ouvert vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers les hauteurs de Montmartre, qui étaient alors encore très champêtres. Ce qui intéresse les historiens d'art dans cet hôtel de Jars, c'est évidemment qu'il condense un certain nombre de progrès, de réussite de l'hôtel parisien que j'ai pu décrire de ci, de là la dernière fois. Il forme donc comme un point d'arrêt dans notre voyage. Vous voyez d'abord qu'il s'agit d'un hôtel entre cour et jardin, toujours cette formule dominante dont je vous ai parlé, qui n'est pas la seule, mais qui domine très largement la période que j'examine et qui en fait domine toute l'histoire de l'hôtel jusqu'à la fin des hôtels dans les années 1930. Nous avons donc ici la rue de Richelieu. L'inscription vous rappelle que nous sommes en face de l'hôtel de Nevers, la bibliothèque du roi, que nous appelons donc la Bibliothèque nationale. Et il y a un portail, un corps d'entrée ici, qui, nous le devinons à la structure, est comme à l'hôtel de Sully, avec un petit bâtiment derrière le mur. Et nous entrons dans une grande cour qui est bordée à gauche par un bâtiment et à droite par un mur qui singe un bâtiment, comme le montre le graveur, mais qui n'est qu'un mur renard, ces fameux murs qui sont une astuce, comme le renard vous trompe, pour vous faire croire à la symétrie de la cour. En fait, il n'y a pas d'aile de l'autre côté, il y a la maison du voisin. Nous avons ensuite un grand logis entre cour et jardin. Le jardin n'est pas représenté par le graveur, qui est bien sûr Jean Marot, mais nous comprenons bien comment fonctionne cet hôtel. En réalité, beaucoup de choses se sont un peu améliorées, se sont un peu enrichies depuis ce que nous avons vu. D'abord, ce mur renard qui est là pour rappeler l'importance de la symétrie dans une cour d'hôtel. Pas question de mettre un mur tout simple ici, comme un mur mitoyen. Il faut travailler le mur sur le plan de l'architecture. Ensuite, eh bien, conformément aux exigences de distribution, et en l'absence d'une possibilité de mettre une basse-cour et une cour côte à côte, comme je vous avais dit que c'était la solution la plus recherchée, on a rejeté les fonctions de service, ici la cuisine avec sa gigantesque cheminée, et ici l'écurie. L'hôtel, lui aussi, apparaît d'une manière très moderne, car, vous le voyez, il est double en profondeur. Nous avons vu la semaine dernière des corps simples en profondeur. Cela veut dire, vous vous souvenez, que les pièces se commandent toutes les unes les autres et qu'elles sont éclairées du coup des deux côtés, ce qui en fait des pièces très lumineuses avec un effet qu'on appelle de lanterne qui fait traverser la lumière depuis la cour vers le jardin. Mais le défaut de cette enfilade traditionnelle, c'est évidemment d'abord cette difficulté d'être obligé toujours d'aller d'une pièce dans une autre, d'une part, et deuxièmement, évidemment, que ça ne donne pas beaucoup de place pour les appartements en eux-mêmes. Autrement dit, lorsqu'on a une petite parcelle, vous vous souvenez que j'avais évoqué le cas des hôtels qui commencent à avoir 2 étages au lieu d'un seul,
que nous avons vu apparaître au début du XVIIe siècle. Tous les hôtels avant n'avaient qu'un étage et maintenant il existe des hôtels à 2 étages. Mais la meilleure solution, c'est encore celle-ci, qui consiste à doubler en profondeur le logis. Du coup, les pièces sur cour s'adossent à un mur de refend, percé de portes de communication, et la deuxième enfilade est sur le jardin, avec des fenêtres également d'un seul côté. Ce logis double en profondeur, c'est la clé de lecture qui débloque complètement l'histoire de l'hôtel parisien, puisqu'à partir de là, toutes les solutions sont possibles, beaucoup plus souples, beaucoup plus ingénieuses. Alors dans un premier temps, et vous vous souvenez que je vous avais montré le cas de l'hôtel de Châlons-Luxembourg avec sa double toiture, dans un premier temps, le mur ici est très important, évidemment, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Mais progressivement, ce mur va se détraquer, si j'ose dire lui-même, et regardez la façon dont la grande chambre ici, déjà, le fait reculer. Une partie ici a été supprimée pour aménager une chose aussi très nouvelle qui commence à se diffuser, l'alcôve, qui vient d'alcobar, qui est un mot pris à l'Espagne, et qui est une sorte de petite pièce dans la pièce, et qui permet de placer le lit avec un plafond et des murs plus réduits, et le lit étant lui-même une maison dans la pièce, on a plus chaud évidemment pour dormir. Donc, le visiteur qui venait voir le commandeur de Jars se trouvait face à un hôtel double en profondeur, avec un vestibule qui l'accueillait en montant l'escalier, et ensuite un appartement dans un côté, antichambre et chambre avec encore une alcôve et un cabinet ici, ou le grand escalier pour aller au premier étage, ou en face la grande enfilade avec une salle ici monumentale, une antichambre et la chambre ici sur le jardin. Mais donc une distribution plus souple, plus complexe. En même temps, la question pour François Mansart, que j'avais évoquée pour l'hôtel de la Vrière, et qui est une question qui est obsédante pour les architectes, c'est de savoir si on peut introduire enfin cette pièce que les Italiens nous ont appris à faire, le vestibule, en restant le plus près possible de l'escalier. Et vous vous souvenez peut-être que je vous avais montré à l'hôtel de la Vrière que le vestibule est disjoint de l'escalier. Il y a un vestibule dans l'axe, mais l'escalier à gauche. Dans ce plan ramassé, ça marche beaucoup mieux évidemment. Le vestibule est placé bien dans l'axe de l'entrée et du perron, donc il n'y a pas d'erreur possible pour le visiteur, on traverse en ligne droite, c'est la meilleure formule, et l'escalier se trouve posé à côté. Un grand escalier à vide centrale à la française, dont François Mansart était l'un des maîtres, puisqu'il demande le recours à la stéréotomie, des paliers et des volets de marche suspendus sur des voûtes, qui tournent autour d'un vide central, largement éclairé par les fenêtres ici de la façade. Si nous regardons maintenant, car nous avons la chance d'avoir de plus en plus de gravures à partir de cette époque-là, grâce à ce graveur dont j'ai donné le nom, Jean Marot, qui est aussi architecte. Attention, et c'est un des pièges évidemment de la carrière de Marot, c'est que quelquefois il montre des gravures qui sont des relevés d'œuvres de ses petits camarades de jeu, mais quelquefois ce sont des choses qu'il a lui-même interpolées ou enrichies avec des projets personnels. Donc les gravures ne sont pas évidemment des documents d'interprétation faciles. Il a donné donc une coupe, et il est intéressant car la coupe ne domine pas dans l'œuvre de Marot. Il a donné cette coupe parce qu'évidemment on y voit clairement l'apport de ce gros mur avec les deux pièces de part et d'autre, et surtout, regardez, la transformation, plutôt que ces deux combles collés que je vous avais montrés à l'hôtel de Châlons-Luxembourg, et qui posaient la question de ce chéneau encaissé au centre, eh bien maintenant, on va fabriquer des combles beaucoup plus souples et qui s'élargissent avec le logis. C'est le fameux comble brisé, le brisy et le terrasson quasi plat, qui permet de couvrir des grandes portées et d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Ce comble est parfois appelé, vous le savez, comble à la Mansart, même si en réalité François Mansart n'en est ni l'inventeur, puisque c'est Pierre Lescot à la façade du Louvre, comme l'avait montré naguère Jean-Marie Pérouse de Monclos, mais aussi tout simplement parce qu'il n'aime pas beaucoup ce comble et qu'en général il fait des combles droits ou à 3 pentes, ce qui est plus chic encore, plutôt qu'à 4. Voilà donc en coupe l'extraordinaire apport à l'hôtel de Jars de ces solutions qui se remettent en place et permettent de transformer l'histoire de l'hôtel. En revanche, Mansart est resté d'une manière archaïsante ici, avec ce petit cabinet suspendu sur colonne, dans une écriture encore très proche des premières années du XVIIe, cabinet d'ailleurs qui jetait de l'ombre au rez-de-chaussée et qui seront postérieurement supprimés. Nous avons également la chance de conserver des dessins qui sont dans les collections nationales. Ici, la façade sur la rue, avec ce petit portail, avec son étage d'attique et son ordre ionique, qui est très important pour l'histoire de l'apparition de l'ordre ionique inspiré de Scamozzi en France, et des balcons, qui sont des citations, vous voyez, qui permettent d'accéder sur le côté citation de l'architecture de la fête, puisque dans cette rue de Richelieu, il y a des défilés, donc on peut assister
à ses défilés depuis sa propre maison. Et ça, c'est une élévation de la façade sur le jardin, avec ces fameux cabinets un peu encombrants, et la grande façade ici, et le perron monumental à l'italienne, qui permet de descendre dans le jardin. L'hôtel de Jard est aussi très important pour un détail peut-être, mais comme disait Paul Valéry, que j'aime citer, il n'y a pas de détail en architecture, c'est la construction que nous apercevons sur la toiture. Il y a 2 pièces ici qui sortent du toit et qui sont reliées entre elles par une promenade défendue par un garde-corps. Pour les amateurs d'architecture italienne, nous aurons tout de suite reconnu bien sûr le système de double belvédère relié par une galerie ouverte de la Villa Médicis à Rome, de Bartolomeo Amanati, et nous voyons apparaître ici, dans cet hôtel de Jard, le belvédère, comme son nom l'indique, d'origine italienne, le lieu de la belle vue, belvedere, qui est intéressant parce qu'il va se diffuser dans l'architecture aristocratique, puis dans l'architecture bourgeoise sur les immeubles parisiens. On en trouve jusque dans les années 1900. Et c'est une pièce évidemment très raffinée, parce qu'on n'y monte que par un petit passage. On peut ainsi épater ses amis, qui est un des rôles principaux du snobisme et de la mode. Et on peut monter là, se promener quand il fait beau sur la galerie, ou s'il pleut, se mettre dans la pièce elle-même. Et on a une très belle vue sur le nord de Paris, l'enceinte, Montmartre, et ses moulins tout au fond. Donc, apparition à l'hôtel de Jard du belvédère parisien, qui va se diffuser très largement. François Mansart est également l'architecte qui a, par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, commencé une épuration de sa manière architecturale dans l'hôtel parisien. Vous vous souvenez des façades encore très chargées de l'hôtel d'Aumont, de l'hôtel de la Vrillière, beaucoup de ressorts, beaucoup de corniches talutées, beaucoup de consoles, des pots à feu. Ici, même si bien sûr il manque quelques éléments sculptés à cause de l'hôtel qui a été très abîmé au XIXe siècle, il y avait certainement ici quelque chose, bien sûr, nous voyons une manière beaucoup plus stricte, beaucoup plus, presque on pourrait dire contemporaine, dans le sens où la muralité et l'importance de cette peau de pierre avec le jeu des proportions l'emporte sur le décor. C'est l'hôtel que, quelques années après, en 1651-53, François Mansart réalise rue des Archives pour la famille de Guénégaud, qui est un de ses protecteurs, le fameux hôtel de Guénégaud des Brosses, hôtel qui a été, vous le savez, sauvé in extremis de la destruction complète en 1963, grâce à l'intervention d'André Malraux d'une part et François Sommer, qui s'en est fait ensuite attribuer, vous le savez, l'usage pour la fondation et le musée de la chasse, aujourd'hui encore, dans ces murs. Voilà donc la façade après la restauration très importante du service des monuments historiques, qui ont redonné ses lettres de noblesse à cette maison. Et je voulais vous la montrer parce que ce n'est pas un hôtel majeur dans l'œuvre de Mansart, mais en tous les cas, c'est intéressant pour voir comment il a changé son écriture architecturale progressivement. Et ce faisant, il donne le signal, évidemment, d'un mouvement qui dépasse la question de l'hôtel particulier, très largement, et qui est une question de l'architecture en général civile au XVIIe siècle en France, une manière d'épuration progressive de l'architecture, de ses décors, de ce bavardage que les premiers théoriciens commencent à reprocher aux architectes, et bavardage qui va s'exercer contre les frontons, contre les pots à feu, et même, lorsque l'Académie royale sera fondée en 1171, sur les mascarons. Est-il correct de mettre des visages de personnages aux clés des arcades ou des linteaux des baies? Toutes ces questions vont être posées et vont amener l'hôtel particulier à suivre une évolution qui est celle de l'assagissement de l'architecture des façades. Voilà la façade sur le jardin, avec un jardin qui évidemment est une restitution un peu triste et un peu sèche, un peu scolaire des monuments historiques, mais je vous montre ici, beaucoup plus intéressant, la façade de l'hôtel lui-même, qui a un balcon. Je vous avais dit que Mansart aime beaucoup les balcons qui prolongent l'appartement, c'est un espace à la fois interne et externe, mais j'insiste aussi sur autre chose, évidemment, qui sont les 3 avant-corps. Bien évidemment, à cause du peu de largeur de la façade, les avant-corps sont contraints dans l'hôtel. Et vous voyez que même celui-ci a été non pas tronçonné, car la parcelle est d'origine, c'est un jeu que fait Mansart pour nous faire croire qu'il y a eu 2 travées. Regardez la fausse lucarne mangée par le mitoyen. Enfin, c'est aussi pour nous habituer l'œil au fait qu'il y a 2 avant-corps latéraux, plus un avant-corps au centre. Jusqu'à présent, nous avions vu Mansart avec cet avant-corps central, et maintenant, il met au point, progressivement, ce qui va devenir une chose que nous ne voyons plus, tellement c'est évident pour nous autres Français, c'est la division en 3 avant-corps, la division ternaire sur les façades de l'architecture des hôtels particuliers comme des châteaux dans la deuxième moitié du siècle et surtout au XVIIIe bien sûr. À l'intérieur subsiste, et c'est un motif du sauvetage opéré par Malraux à l'époque, bien sûr, le seul grand escalier à Paris de François Mansart suspendu avec cet admirable voyez, départ en vis pour montrer encore un petit jeu de mots archaïsant et puis qui devient un grand escalier à la française à vide centrale. Et il ne faut pas s'étonner de cette tête de bison puisque le musée de la chasse a annexé cet escalier dans ses parcours de démonstration.
Au moment où François Mansart termine les aménagements de l'hôtel Guénégaud des Brosses, une femme très célèbre dans la chronique du XVIIe siècle, Cato la Borgnesse, borgne et bossue, mais très entreprenante, qui était la femme de chambre d'Anne d'Autriche et en même temps un peu espionne pour le comte de Fouquet, et une dame qui ne recherchait que des plaisirs avec les jeunes garçons, malgré son âge et son physique repoussant, a réussi à se faire construire, en achetant des terrains qui appartiennent à Fouquet, un grand hôtel rue Saint-Antoine, notre rue François Miron. Vous avez reconnu bien sûr l'hôtel de Beauvais. L'hôtel de Beauvais qui va être réalisé par un architecte qui s'appelle Antoine Lepôtre entre 1655 et 1660. Et là, nous voyons évidemment beaucoup de choses se mettre en place aussi dans l'histoire de l'hôtel, puisque c'est un édifice hors norme, c'est un apax, inclassable, dans lequel pourtant on va essayer de voir un peu plus clair. Ce qui vous frappe évidemment en regardant ce très beau plan gravé par Marot, qui est le plan du premier étage, nous avons la chance d'avoir la façade et deux plans. Malheureusement, nous ne savons pas plus, Marot n'a pas gravé la cour ni la façade arrière. Nous voyons tout de suite qu'évidemment, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce que je vous ai montré. Le corps de logis est sur le devant. Voilà une des occurrences, non pas la première bien sûr, mais une des occurrences frappantes où on abandonne l'idée de mettre l'hôtel entre cour et jardin. Le corps de logis est sur la rue Saint-Antoine, notre rue François Miron. Il est double en profondeur. L'architecte a considéré qu'il était impossible pour lui de faire un hôtel entre cour et jardin dans une parcelle qui a 17 côtés et angles rentrants et sortants, ce qui fait qu'évidemment, ce terrain d'origine médiévale, il y a 3 maisons qui ont été fusionnées ensemble, ne peut pas évidemment offrir un parcellaire régulier propice à l'hôtel entre cour et jardin. Donc, l'architecte a proposé de mettre le tiercé dans le désordre, le corps de logis est sur le devant, la cour est ici, et le jardin, faute de place, est un jardin suspendu au premier étage de la demeure. Et il est posé au-dessus des grandes voûtes des écuries que nous avons vues démolir lors des travaux de restauration il y a quelques années. Hôtel, cour et jardin. La question de la position du corps de logis sur le devant emporte une autre difficulté. Voilà un relevé de la façade qui a été fait par Robert de Cotte au début du XVIIIe siècle avant qu'il la transforme. C'est qu'il n'est pas possible d'habiter au rez-de-chaussée, d'avoir un appartement bas et un appartement au premier étage. Autrement dit, il est évident que les appartements vont se développer au premier étage et ici à l'étage d'attique, plus un comble pour les dégagements. Autrement dit, tout le rez-de-chaussée de l'hôtel est dévitalisé et ne sert pas pour les appartements de réception. Tous sont placés au bel étage. Et l'hôtel se trouve appartenir à une formule italienne qui est l'hôtel sur socle. Le socle étant occupé par les écuries, les remises à carrosse, la cuisine, la salle du commun et, chose incroyable qui rapproche évidemment des modèles italiens, 4 boutiques sur la rue. L'hôtel étant pris dans le linéaire des façades de la rue Saint-Antoine, qui sont médiévales, il a paru presque aller de soi, évidemment, qu'il fallait qu'il y ait des boutiques au rez-de-chaussée. En même temps que Cato la Borgnesse, qui connaissait peut-être la fragilité de sa position à la cour et ses finances qui étaient maigres, a peut-être considéré que c'était de bonne politique d'avoir quelques boutiques qui rapportent un peu d'argent sur le devant. La pauvre, d'ailleurs, a tout de suite fait de mauvaises affaires. Elle n'a pas habité l'hôtel de Beauvais. Elle est partie sans faire construire un deuxième où elle a eu aussi beaucoup de difficultés avec le même architecte, au carrefour de la Croix-Rouge, près de la rue de Sèvres. Et je vous signale d'ailleurs, si vous êtes des lecteurs du journal de Bernin, que la fameuse visite que Bernin fait à l'hôtel de Beauvais, en s'émerveillant de ce qu'il voit, ce n'est pas l'hôtel du Marais, justement, mais c'est l'autre hôtel qui a disparu. On s'en est aperçu il y a quelques années en relisant mieux le texte. Donc, un plan très original, avec le corps de logis sur le devant, les boutiques, le jardin suspendu. C'est pas le premier, hein. Vous savez qu'il existait en réalité, on s'en est aperçu grâce à un chercheur allemand, pas mal de jardins suspendus dans Paris, je vous en ai montré un à l'hôtel Lambert. Celui-là est franchement suspendu puisqu'il est vraiment au premier étage d'une maison entièrement architecturée et il est en fait très difficile d'entretien puisque lorsqu'on soigne les parterres et le bassin, on a des infiltrations d'eau dans les écuries en dessous, ce qui pose des problèmes de stabilité. Nous pouvons faire une petite visite de cet étage et nous comprenons comment l'architecte a réussi son coup. En montant le grand escalier qui est ici, je vais y revenir, on arrive dans une pièce qui est un vestibule haut. Il y a donc un vestibule bas quand on descend du carrosse au rez-de-chaussée, et on arrive ensuite dans un vestibule haut, qui est actuellement une sorte de salle des pas perdus de l'affectation moderne étant assez paradoxalement un tribunal, la cour administrative d'appel. De ce vestibule, on peut partir dans un appartement d'apparat, avec ici une chambre à alcôve, un grand cabinet qui donne sur une chapelle, et ensuite, chose extraordinaire,
l'architecte a même réussi à loger la galerie dans l'aile qui se trouve à droite et qui n'a pas d'équivalent puisqu'il y a aussi ici, à cause du parcellaire en baïonnette, un mur renard, lui aussi très célèbre. On peut aussi aller dans un grand appartement ici sur la rue avec une grande salle issue de la distribution toujours du Moyen-Âge et une grande chambre à alcôve monumentale qui avait plus de 6 mètres sous plafond et qui est véritablement une chambre de réception et de parade et pas du tout une chambre pour habiter évidemment et pour vivre parce que c'est inchauffable. Petit cabinet derrière et chose extraordinaire qui apparaît très clairement et là l'apôtre a tiré tout le parti du doublement du corps de logis, c'est l'apparition des couloirs de dégagement avec des escaliers pris dans les cloisons qui permettent d'avoir tout un service qui se déploie dans les pièces sans jamais croiser les domestiques qui font tourner l'appartement. Donc quelque chose d'extraordinairement raffiné. Et on pourrait peut-être s'aventurer à penser que Madame de Beauvais, étant elle-même femme de chambre de la reine, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une simple femme de chambre quand même, eh bien elle s'est inquiétée justement des questions de circulation des domestiques et comment faire fonctionner la maison au mieux de la distribution possible. Une fois qu'on est dans la galerie et qu'on a été vraiment ébloui, parce que c'est éblouissant de voir cette galerie, eh bien la maîtresse de maison pouvait vous permettre de passer dans le jardin. Alors là, on était carrément bluffé. Et dans le jardin, il y a même une chambre des bains, un jet d'eau, et là, ensuite, il y a une petite partie annexe qui donne sur la rue de Jouy. Il y a ensuite, si on continue par la terrasse, une grande chapelle qui est dans l'axe de composition de la façade, par laquelle on peut accéder, dans un sens ou dans un autre, à un escalier de forme ovale, tout à fait ravissant, qui apparaît bien sur le plan de Marot. Donc une distribution assez peu logeable en réalité, qui sans doute dissimule le fait qu'il y a un appartement plus commode dans l'étage d'attique, beaucoup plus bas de plafond, car nous savons qu'en réalité, la plupart du temps, pour des raisons de chauffage, ils étaient aussi comme nous soucieux de ne pas dormir avec une température dans la chambre de moins de 13 degrés, des appartements plus petits dans l'étage d'attique devaient exister. Nous en avons quelques exemples conservés dans d'autres hôtels. Je reviens à la façade. Si l'architecte n'a pas eu peur de se mettre sur la rue, dans l'alignement des maisons bourgeoises, en revanche, il a clairement signifié, évidemment, l'importance de l'hôtel en faisant un travail très soigné sur l'architecture de sa façade, où domine le bossage. C'est un architecte qui est très italianisant, Antoine Lepôtre. Il l'avait montré dans son livre d'architecture de 1652, dédié à Mazarin. Des bossages qui marquent l'avant-corps et bien sûr qui ferment la composition à droite et à gauche. Des balustrades, des balcons tout en pierre de taille, très monumentales, là aussi, dans une citation italienne, ici sur une trompe très importante qui existe encore, mais aussi des bauges de sculptures avec les mascarons, les consoles qui soutiennent les balcons des baies centrales des arrière-corps, et enfin cet extraordinaire écusson avec ses 2 grands anges dont nous savons exactement les noms des sculpteurs. Tout ça a été réalisé et donne à la façade un caractère très monumental, très romain justement, qu'on n'avait jamais vu dans l'hôtel parisien qui se cache en fond de parcelle. Vous n'avez peut-être pas possibilité de deviner, parce que vous êtes loin, que ce motif ici est une tête de femme accostée de chien ou de lion. C'est un motif directement pris à la façade de Pierre Lescot, du Louvre d'Henri II, autrement dit d'une citation royale sur une architecture de cette femme qui elle-même, évidemment, est un personnage de la cour, mais qui n'est quand même pas une grande aristocrate ni une princesse du sang. La porte annonce aussi cette virilité romaine, si j'ose dire, avec ces très beaux panneaux octogonaux en diamant, ces profils à l'antique, qui ne sont pas des portraits de Pierre de Beauvais et de sa femme, loin s'en faut, et puis cette frise de poste, des motifs pris aux entablements greco-romains, qui, déjà utilisés à la Renaissance, va être à nouveau mis en œuvre sous Louis XIV. Lorsqu'on entre dans la cour, on est obligé de traverser sous le corps de logis double en profondeur. J'ai essayé au maximum de présenter des photographies de l'hôtel tel qu'il était avant la restauration tragique qui a tant abîmé son architecture il y a quelques années. Donc voilà ce qu'on voyait avant 1990. On est donc dans la pénombre, puisque le corps est double en profondeur, il faut s'avancer jusqu'à la cour pour voir apparaître la clarté et découvrir cette cour polymorphe avec un rectangle, puis un triangle, puis un demi-cercle qui s'enchaînent comme dans une scène de théâtre. On a l'impression d'être un acteur qui s'avance sur la scène et on voit tout d'un coup les feux de la rampe, c'est la lumière du jour, tandis que tout autour de la cour, un balcon tourne comme dans un théâtre. Donc il y a là un spectacle de l'hôtel tout à fait extraordinaire qui a fait dire un peu rapidement qu'il s'agissait d'un hôtel baroque, mais vous le savez, les historiens de l'architecture ont banni ce vocabulaire et ce mot qui ne veut plus rien dire puisque personne n'est d'accord sur son sens de baroque, et il faut l'oublier, je crois, parce que c'est surtout pour nous le moyen de ne pas penser.
Donc, ces deux colonnes qui marquent un contre-jour fantastique pour faire la fenêtre du visiteur sur la cour, c'est le vestibule, duquel on peut descendre de cheval ou de carrosse, soit pour aller dans la cour, soit pour entrer directement dans l'escalier. Vous voyez, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas vous montrer l'hôtel restauré par le service des monuments historiques. Ça, c'est une photo de 1910 que j'ai trouvée sur les quais. Je l'aime beaucoup à cause de ce vieux monsieur qui change les graines de son oiseau. Et vous voyez une architecture à nouveau très romaine, dont le socle est travaillé par des bossages très expressifs, tandis que le balcon, qui a disparu à l'époque et qui a été restitué depuis sur un dessin totalement fantaisiste, est appuyé sur un grand ensemble de consoles monumentales avec des têtes de bélier, qui est une allusion au nom de jeune fille de Catherine de Beauvais, Catherine Bélier, et le chiffre de la famille et de son mari et d'elle. Voilà ce qu'on voyait tout à l'heure restauré. Vous voyez que les fenêtres ont été remises en ovale. Ce qui est intéressant ici, c'est la gestion d'un chameau, puisque la chapelle est posée en réalité sur les remises des carrosses. Ces grandes portes fermées sont des remises à carrosses. Autrement dit, quand on entre dans la cour, on voit les communs. Et donc, pour, vous le savez, effacer un chameau, il faut ne pas le cacher, mais le mettre très en valeur. Et donc, en réalité, l'idée de génie de Lepautre, c'est de placer la chapelle au-dessus, et ainsi, le regard est attiré vers la chapelle, et non pas vers le soubassement qui se fond dans l'intérieur de l'élévation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque, en violation de ce qu'avait demandé la Commission supérieure des monuments historiques, on a ouvert des portes-fenêtres de bureaux à la place des portes pleines en bois, des remises à carrosses qui n'a évidemment aucun sens. Je reviens donc au plan. Vous avez vu tout à l'heure le plan de l'étage. Voilà donc ce plan du rez-de-chaussée. On entre comme cela dans la pénombre. On découvre ici cette lumière tamisée du porche avant d'entrer dans la cour. Et on peut prendre l'escalier ici par ce vestibule bas. La cour a cette forme tout à fait extraordinaire. Et comme elle est trop petite pour qu'un carrosse fasse une révolution complète, on dispose d'un deuxième accès, comme il y avait déjà vu à l'hôtel de Sens, lui aussi contraint par un parcellaire complexe, tandis que la grande écurie et les remises sont à côté, la cuisine étant ici. Voilà ce vestibule après restauration. Cette partie-là n'a pas été abîmée, elle était juste à nettoyer. Et le grand escalier d'honneur, dans sa partie basse, je vous épargne la suite qui est toute neuve, et qui est un escalier tout en pierre de taille, avec une rampe à entrelacs de pierre, au chiffre de la famille. On a choisi l'ordre corinthien. Bref, personne qui n'a pas beaucoup de titres de noblesse à faire valoir, mais en revanche une extraordinaire débauche architecturale pour marquer sa position très près de la reine, puisqu'elle voyait la reine tous les jours, ce qui n'était pas le cas des grands. Je quitte ce bel hôtel de Beauvais qui, vous le comprenez, à la fois fascinant, mais ne rentre dans aucune catégorie propre, tellement il est extravagant, pour vous montrer des hôtels plus avancés dans le règne de Louis XIV, et notamment ici, l'hôtel annexé par le musée Carnavalet, l'hôtel Lepelletier de Saint-Fargeau, construit pour Michel Lepelletier d'Efforts, le patron de Vauban, le directeur des fortifications de Louis XIV, et qui est un hôtel rue de Sévigné, dont le jardin que vous voyez ici donne sur la rue Payenne. Voilà un exemple de ces architectes, ici c'est Pierre Bullet, nous sommes en 1686, qui ont complètement épuré la manière que je vous décrivais tout à l'heure. Ça fait partie de ces architectes qui ont choisi donc une écriture complètement sobre. L'hôtel se trouve très monumentalisé, ce grand fronton sur l'avant-corps, seulement un jeu de bossage et des chambranles plats autour des baies rectangulaires, quelque chose donc de très puissant qui en même temps est en parfaite adéquation en l'occurrence avec le propriétaire. Voilà un hôtel un peu plus raffiné qui est aussi d'un de ces grands architectes de la période. Je viens de montrer Pierre Bullet. Ici, il s'agit de Robert de Cotte, le beau-frère de Jules Hardouin-Mansart, qui lui succédera comme premier architecte du roi à sa mort en 1708, et qui est ici une demeure pour laquelle j'ai une grande tendresse, et je voulais vous la montrer, parce qu'elle a été détruite en 1897. C'est l'hôtel d'Anglade, hôtel parfaitement bien conservé, comme vous le voyez à ces photographies prises par les défenseurs de l'époque, du patrimoine, comme on dirait aujourd'hui. Hôtel qui a été débité en morceaux. L'avant-corps se trouve aujourd'hui au château de Geurs, dans l'Eure, chez le comte de Saint-Léon, qui l'avait racheté, tandis que les mascarons de Coisevaux, ici, ont été achetés aussi par des amateurs, et les plafonds de Charles de la Fosse à l'intérieur ont été achetés et remontés à Londres, où ils ont été détruits dans les bombardements de 1940. Voilà, on a joué de malchance. Une façade donc très raffinée, là, une autre des possibilités par rapport à ce que je viens de vous montrer. Il s'agit de la maison d'un fermier général, monsieur le juge, qui avait beaucoup d'argent et très puissant, et donc qui s'est fait faire cette grande façade avec un balcon sur jardin transformé à l'époque, vous voyez, en usine et atelier. Et Jules Hardouin-Mansart lui-même, me direz-vous, puisque nous fêtons cette année son tricentenaire, et que nous allons avoir quelques expositions, colloques et autres livres,
dont un colloque qui se tiendra pour une de ces journées dans cette maison de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en décembre, eh bien, Jouard de Mansart, paradoxalement, tout au service du roi et des grandes machines, n'est pas l'architecte qui a le plus construit d'hôtels particuliers sous Louis XIV à Paris, comme on pourrait s'y attendre. En revanche, il a toujours adopté des solutions assez originales, et je vous montre ici, sur des dessins de Stockholm, conservés au Fond-Tessin, puisque l'hôtel a disparu, l'hôtel du maréchal de Lorges, pour lequel Mansart a remanié cette partie centrale dans les années 1697-99, comme l'avait montré naguère Bertrand Gestaz. Vous voyez donc un hôtel entre cour et jardin, avec un grand portail. La cour est toute petite. C'est pourquoi Mansart a utilisé un truc qu'il adore, vous le savez, c'est la grande baie en plein cintre, qu'il a introduit dans l'architecture progressivement. Et vous avez vu tout à l'heure que nous étions sur des baies en segment d'arc ou des baies rectangulaires, et nous voyons arriver très progressivement dans l'architecture ces grandes baies très agréables, très lumineuses, que peuvent fermer les menuiseries qui ont fait beaucoup de progrès dans l'art de la croisée française. Voilà donc la solution première, c'est d'éclairer au maximum la grande pièce de l'étage sur une cour relativement réduite. Mais si je regarde maintenant le plan qui est joint à ces dessins de Stockholm, je m'aperçois d'une chose plus extraordinaire encore, c'est que tout le bas, tout le rez-de-chaussée de l'hôtel est dévitalisé et n'est qu'un passage avec des colonnes libres qui soutiennent les poutres de l'étage, comme les deux vestibules du Palais Royal qui sont à l'arrière, sur les rues de Beaujolais. Et c'est donc une possibilité pour celui qui entre en carrosse dans la cour qui est toute petite et qui ne peut pas faire autre chose que d'avancer car la cour est trop réduite pour tourner, eh bien il faut s'engager sous le logis, comme ça s'il pleut on descend à couvert, et par un magnifique système de colonnade, on descend là et on tourne pour le grand escalier. Donc un hôtel qui est très réduit, vous voyez, sur le plan de la taille, mais qui peut avoir ici une extraordinaire faculté de démonstration architecturale grâce à ces espaces traités pour la montre et le faste. Et si on enlève, ça c'est la vue sur le jardin, maintenant si on se retourne de l'autre côté, on voit ce passage par lequel les carrosses traversent sous le grand logis avec ses grandes baies en plein cintre. Et c'est une des solutions possibles évidemment, mais qui a un défaut, c'est que le jardin ne peut pas être immédiatement après le logis. Il faut le pousser pour que le carrosse puisse tourner dans la basse-cour. C'était le cas ici, à l'hôtel de Lorges. Une solution évidemment très, très intéressante, comme cette grande lucarne attique ici donne beaucoup de monumentalité à une façade relativement réduite. Autre façade réduite, c'est un hôtel de Pierre Bullet, jadis admirablement étudié par Jean-Pierre Bablon, l'hôtel Amelot de Chailloux, plus tard du maréchal de Tallard. Nous sommes rue des Archives, et c'est une autre des typologies. Je vous le montre non pas pour cette architecture très sobre de Pierre Bullet que vous reconnaissez, que nous avons vu tout à l'heure, mais pour la position de l'hôtel qui est à un carrefour. C'est le carrefour de la rue Pastourelle. Et vous voyez ici que l'architecte a très habilement tiré parti de la lumière que procure le croisement des rues à un carrefour pour ouvrir la cour sur un côté. Donc il y a un mur renard aujourd'hui rhabillé d'arbres et il n'y a d'aile que de ce côté-là. C'est aussi une des facultés de l'hôtel parisien de s'adapter au site. Si on est à un carrefour, pourquoi se masquer la vue? Au contraire, il faut chercher la lumière de ce carrefour, lumière toujours très précieuse dans le Paris aux rues si étroites de cette époque. Et puis pour rester dans cet effet de muralité, on peut aller, je l'ai dit tout à l'heure, vers un dépouillement maximum, celui qui convient à l'Académie royale d'architecture, qui recommande la sobriété, ne pas abuser des convenances. Pourquoi mettre des colonnes, des mascarons, si on n'a pas besoin? C'est déjà, vous vous souvenez, ce que Philibert Delorme nous disait dans son premier livre de 1567. On peut avoir aussi une belle architecture sans décor, si simplement les proportions sont remarquablement calculées. Il s'agit ici d'un des miraculés du Marais. Je vous montre une photo de chantier, il est maintenant terminé. C'est l'hôtel de Montgelat, au 62 rue des Archives, le voisin de l'hôtel Guénégaud-des-Brosses que je vous ai montré tout à l'heure, et qui a été transformé d'un coup de baguette magique, d'une manière remarquable, par des architectes qui ont travaillé pour l'extension du musée de la chasse et de la nature. La façade que je vous montre là était inconnue des Parisiens, puisqu'on avait construit dans les années 20 un bloc de béton devant qui couvrait la totalité de la façade et on ne voyait le fronton qu'en montant sur le toit-terrasse du blocos qui servait de bureau à la Guilde des Orfèvres, propriétaire de l'hôtel avant sa vente en 2001. Cet extraordinaire hôtel qui avait abrité la bijouterie Murat au XIXe siècle apparaissait comme une maison relativement modeste sur le plan Turgot, comme dans les vieux guides de Paris. Mais lors de la destruction du blocos, on s'est aperçu de l'extraordinaire qualité de cette architecture. Malheureusement, nous ne savons pas qui est derrière. Nous savons que Jouard de Mansart a été consulté, mais sans doute pas à ce moment-là capable, vu ses charges de commande à l'État, de répondre à ce petit hôtel d'un financier
qui s'appelait Monsieur de Montgelat, et qui était un homme d'ailleurs qui faisait ça pour simplement gagner de l'argent, car elle a revendu tout de suite la maison. Mais ce qui est sublime, je crois, dans cette photographie, c'est l'extraordinaire façon dont ressort l'économie de moyens mise en œuvre, qui donne une façade d'une puissante monumentalité, alors que vous le voyez, à part des ressauts très légers et quelques bandeaux à peine moulurés, il n'y a aucun effet de sculpture, à part le fronton évidemment. Un mot peut-être sur les couleurs bleues qui peuvent vous surprendre. Ce bleu turquoise qui tranche si magnifiquement avec le blond de la pierre de Saint-Leu, ce n'est pas une fantaisie de restaurateur, à la différence de ce qui s'est fait place Vendôme. Ici, c'est une analyse scientifique qui a été faite sur les menuiseries anciennes conservées, et c'est la couleur qui a été trouvée au microscope et après analyse chimique des pigments de peinture au fond des moulures qui n'avaient jamais été repeintes et grattées par les différents occupants de l'hôtel. Cette couleur a été rétablie sur la totalité de la cour, et elle me permet de faire une parenthèse pour vous rappeler, mais enfin on s'inquiète de ces questions dans l'histoire française et sur les restaurations depuis 10 ans, que le blanc que nous avons tant vu dans l'architecture n'est pas apparu avant le XVIIIe siècle et ne s'est répandu que très tard dans le XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle dans les immeubles de Paris et dans les maisons de France et de Navarre. Donc, évidemment, les hôtels que je vous montre depuis le début avec des fenêtres blanches des monuments historiques, il faut imaginer d'autres couleurs qui peuvent être du rouge sang de bœuf, du jaune paille, ou, chose encore incroyable ici, du bleu turquoise. J'avais insisté la dernière fois sur le rôle de la place des Vosges, vous vous souvenez, et du détournement architectural de ces maisons bourgeoises devenues des hôtels particuliers. Eh bien, lorsque Louis XIV va réaliser la place Vendôme, avec l'aide toujours de Jules Hardouin-Mansart, cette fameuse place octogonale, qui n'est pas la première, mais la seconde, il a fallu s'y reprendre à 2 fois, celle mise en place en 1699, là c'est différent. La place est bâtie pour accueillir des hôtels de financiers qui vont venir donc s'agréger derrière les façades rideaux tirées sur la ville par Jules Hardouin. Ce qui est intéressant dans la place Vendôme, c'est qu'il était entendu bien sûr que c'était des financiers qui en seraient les clients, mais que ces financiers ont dû, comme place des Vosges, faire avec une architecture royale qui n'est pas faite pour être celle des hôtels, mais qui est simplement faite pour être l'écrin du bijou central, qui est la statue équestre du roi de Girardon, la fameuse statue de Louis XIV en impérator, inspirée du Marc Aurèle. Voilà sur le plan de Turgot, j'aime beaucoup cette vue du Turgot, parce qu'évidemment on voit bien ce mur de façade qui n'est qu'un décor pour la place, c'est une place royale évidemment, tandis que derrière, les hôtels sont venus s'agréger, tant bien que mal, à tel point d'ailleurs que Mansart n'a construit que la façade sur la place, dressée dans le vide, et ensuite les gens ont acheté à la travée. Ils sont venus se mettre par derrière, ça nous fascine évidemment. On ne peut pas faire plus une opération de façadisme dans l'autre sens que ce que nous pratiquons aujourd'hui, qui est l'éviscération du patrimoine, qu'avec cette opération. Et donc, ici, nous voyons sur cette vue à vol d'oiseau si magnifiquement trompeuse de 1734, le fameux Turgot, que, bien sûr, derrière ces bâtiments, qui sont donc les hôtels sur le devant, comme Place des Vosges, comme l'hôtel de Beauvais, comme certains hôtels de l'île Saint-Louis, on a mis des appartements, tandis que derrière, on a des ailes. Ici, c'est l'hôtel de la Chancellerie que Louis XV a acheté pour installer le ministère de la Justice, qui s'y trouvait tellement bien qu'il y est resté. Et ici, vous reconnaissez peut-être la cour ovale merveilleuse du Crédit Foncier de France, lui aussi, hôtel vendu à l'émir du Qatar il y a quelques années. Décidément, il aime beaucoup les hôtels de Paris, ce qu'il faut saluer évidemment chez ce prince parisien d'adoption. Alors, quelques exemples, parce que la place Vendôme a été évidemment un grand moment de l'architecture des hôtels par les solutions ingénieuses que les architectes ont dû déployer pour offrir à leurs clients des hôtels qui procédaient quand même à un défaut, ils n'étaient pas entre cour et jardin. Ici, c'est toujours notre ami Pierre Bullet qui travaille pour Crozat et qui va proposer au 17 place Vendôme, un hôtel qui a été très massacré par le Ritz lors de l'installation du Ritz à la fin du XIXe siècle, un hôtel qui est sur le devant avec 2 ailes de service et le visiteur, dans un truc qui est repris de l'île Saint-Louis de Louis le Vau, avec ce bel hémicycle, peut passer ensuite dans le beau jardin à parterre unique avec un bassin qui est donc au fond de cette parcelle très allongée. Une des solutions, vous voyez, là aussi, le carrosse rentrant à couvert sous le logis double en profondeur, il y a un très très bel escalier double ici qui donne grande majesté à la montée, mais évidemment le défaut c'est que les écuries et les remises sont directement dans la cour. Voilà l'élévation gravée par Mariette de l'hôtel, donc un hôtel qui est obligé d'avoir 2 étages, puisqu'il y a 2 étages sur les façades de la place, et vous reconnaissez peut-être un belvédère ici, qui permet d'avoir une très belle vue vers l'ouest, et les terres non bâties vers le fond de la paroisse Saint-Roch et la Madeleine, le quartier de la Madeleine et du faubourg Saint-Honoré.
Le même Pierre Bullet va travailler pour un parent, un autre Crozat, au numéro 19, donc l'hôtel voisin qui va devenir le Crédit Foncier. Et là, nous avons une occurrence merveilleuse, comme la parcelle est plus grande et que nous sommes dans l'angle. Regardez, Bullet arrive à la fois à donner un ensemble complètement développé sur la place, donc avec un appartement de fonction qui donne dans le pan coupé. Très belle vue, évidemment, c'est l'ancien appartement du gouverneur de la Banque de France, du Crédit Foncier, pardon, avec une cour en hémicycle qui rachète, évidemment, le changement de direction entre le pan coupé et la parcelle longitudinale. Et regardez, de cette cour, on peut passer à un hôtel entre cour et jardin, puisqu'il y a la place aussi, là, de faire un développement complet. Autrement dit, il offre à Crozat un double hôtel, un hôtel qui regarde sur la place et un hôtel entre cour et jardin. Donc les deux typologies se trouvent réunies, l'hôtel sur le devant et l'hôtel entre cour et jardin. Chacun, vous le voyez, a son escalier monumental. Celui-là a été refait, vous le connaissez peut-être, par Contant d'Ivry, c'est le fameux escalier du baron Thiers, qui est une splendeur du style Louis XV et qui est en cours de restauration actuellement. Le dessin vous montre un escalier ici, mais en fait il avait été réalisé là finalement. Et voilà un autre dessin préparatoire à la gravure de Mariette, un dessin de Chevautet, très beau, lavé, que je n'ai malheureusement qu'en noir et blanc, qui vous montre comment l'architecte a traité le fond de la cour. Cet hôtel entre cour et jardin, vous voyez, est traité avec une façade complètement ouverte, portée par des colonnes libres sous un entablement, qui permet de desservir ici, depuis le grand escalier, jusqu'à l'appartement ici, puisqu'en fait on fait le tour complet comme cela pour aller voir l'appartement sur le jardin. Et comme il n'y a pas de possibilité de bien éclairer l'escalier autrement que par une baie sur la cour qui regarde ici, on a rajouté un éclairage avec une lanterne, inspiré bien sûr de ce qui s'était fait dans l'architecture royale à l'escalier des ambassadeurs de Versailles qui n'avait pas de fenêtre, on avait éclairé par le plafond. Il faudrait aussi évidemment regarder de plus près dans ces années-là ce qui se passe lorsque des grandes familles ne veulent pas quitter un quartier ancien, et là nous sommes dans le Marais, dans un quartier qui commence un petit peu à se déclasser, mais qui ne veulent pas non plus, pour des raisons diverses, quitter des hôtels anciens. Car il est évident que toute l'aristocratie française ne s'est pas mise du jour au lendemain à habiter des maisons neuves. Il fallait quelquefois faire avec les propriétés familiales. Et ici, nous avons un cas particulièrement excitant intellectuellement, c'est l'hôtel de Guise, le fameux hôtel de la famille de Guise, un des foyers de la Ligue, une grande famille princière, qui avait à un moment même paru revendiquer la couronne au XVIe siècle, lors des guerres civiles. Hôtel qui se trouve dans le Marais, rue des Archives actuelles, donc dans l'ancienne rue du Chaume, et qui est un hôtel du Moyen-Âge, l'hôtel du connétable Olivier de Clisson, un des compagnons de Charles V, avec une porte fortifiée, une cour, un grand logis médiéval entre cour et jardin, ça vous étonnera pas maintenant que la semaine dernière nous avons vu ces questions, et un certain nombre de développements ajoutés progressivement au XVIIe siècle, dont toute cette aile de service, où la maisonnée de Guise peut loger toutes sortes de gens qui tournent autour d'elle en parasites. Et je vous rappelle que le fameux Roger de Guénière, le collectionneur, avait ses appartements ici. Un grand jardin, de belle tenue, mais évidemment très irrégulier, parce que là vous avez tout le parcellaire des voisins qui entre en rache, jusqu'au bout du jardin qui débouche sur la rue Vieille du Temple. L'hôtel possède également un manège, un terrain qui est planté pour l'exercice des chevaux au sud et qui descend jusqu'à la rue des Francs-Bourgeois. Cet hôtel, qui est levé ici en 1697, va passer à une branche très lointaine des Clisson, qui sont les Rohan-Soubise. François de Soubise, dont la femme Anne de Rohan était célèbre pour sa liaison avec Louis XIV, si on en croit cette mauvaise langue de Saint-Simon, va acheter l'hôtel en 1700 et se trouve évidemment dans l'idée de conserver cette maison, mais pas dans l'état où elle est, parce qu'elle est vraiment très informe avec ses bâtiments du Moyen-Âge, ses bâtiments de la Renaissance, ses adjonctions du XVIIe siècle. On avait pris la peine, vous voyez, de faire un grand escalier moderne à la française pour décharger l'hôtel médiéval. On s'est aperçu il y a quelques années que c'était un escalier construit par Gabriel, le cousin de Gelardouin. Et donc, les Soubises vont se retourner vers un architecte qui s'appelle Pierre-Alexis Delamer. Pierre-Alexis Delamer qui est un de ces nombreux architectes qui tournent dans l'agence de Mansart, mais qui tente sa chance. Et là, il décroche évidemment une commande unique, qui est celle d'un des grands princes. Ce sont des princes souverains, les Rohan, des personnages très importants dans la hiérarchie ecclésiastique. Il va proposer une idée de génie, qui est de retourner l'hôtel complètement. Plutôt que d'entrer dans cette toute petite cour qui ne sera jamais belle, il propose de faire du manège la cour d'entrée. Autrement dit, c'est génial, on va à nouveau pivoter, vous voyez, en faisant un quart comme cela, et on va proposer d'entrer sur ce qui était le pignon, le long d'une espèce de ruelle ici, et la cour ici va devenir une cour de service annexe, le jardin restant bien sûr en place. Autrement dit, au lieu d'avoir cour, hôtel, jardin, on va avoir cour, hôtel pris dans la tranche et jardin sur le côté.
de très belles adaptations donc, de la parcelle. Et c'est cette nouvelle entrée que je vous montre ici, avec la signature du propriétaire et de l'architecte chez le notaire, construction d'un grand portail sur la rue des Francs-Bourgeois, qui sera la nouvelle entrée au sud de cette maison. Vous remarquez que pour ce portail, on a fait un maximum d'efforts, monumentalement parlant. D'abord, vous sentez aux ombres que ce portail n'est pas droit, il est en creux, c'est ce qu'on appelle une tour creuse. On abandonne un peu de terrain sur la voie publique pour permettre aux carrosses de mieux tourner, mais ça donne aussi plus de majesté à l'entrée. On a ensuite mis des colonnes. On est chez un prince, le prince peut mettre des colonnes à sa porte. C'est une question qui est très débattue, notamment dans les traités de convenance. Est-ce qu'on peut mettre des colonnes ou pas des colonnes? Est-ce qu'on est un duc, on met des colonnes, mais si on n'est pas un duc, on met des pilastres. Si on est un bourgeois, on met rien du tout. Les gens de l'Ancien Régime sont très à cheval là-dessus, vous savez. Et puis alors, tant qu'on y est, en acrotère des deux couples de colonnes corinthiennes, le plus bel ordre des Grecs, évidemment, il y a des statues qui encadrent les armes, toutes choses qui ont été détruites à coups de masse en 1793 par les terroristes jacobins. Donc un très beau portail monumental qui donne accès à une chose qui n'était pas possible d'avoir dans l'ancienne formule, cette gigantesque place du manège qui devient une cour. Les arbres du manège sont remplacés par des couples de colonnes tout à fait extraordinaires qui portent au-dessus une terrasse qu'on peut parcourir à pied depuis les appartements. Autrement dit, la cour devient aussi un lieu de promenade. Et sur les marges, on voit la ville, on surplombe la rue sans se mêler au vulgaire. Donc une disposition très scénographique, là encore. Et au fond se dégage ce qui était le mur pignon de l'hôtel et qui devient la façade principale. Le coup de génie de la mer, c'est évidemment de composer un énorme avant-corps à double colonne, ici autour des trois travées, superposés, avec un gigantesque fronton et des figures couchées qui ont été refaites depuis. Le toit lui-même ressaute, donc le principe de l'avant-corps initié par Mansart, avec un accent monumental très fort grâce à l'ordre corinthien et à l'ordre composite qui est développé, c'est-à-dire les deux ordres les plus riches. Vous devez remarquer évidemment deux choses. J'enlève par la pensée les petites pelouses ridicules du XIXe siècle. C'était une cour évidemment minérale. Deux choses qui vous frappent. La conservation de la porte fortifiée de l'hôtel de Clisson, qui pourrait paraître en contradiction avec le discours classique sur le fait qu'on détestait l'art gothique au XVIIe et au XVIIIe siècle et que donc on ne voit pas tellement bien pourquoi on aurait conservé ces deux tours. Lecture primaire de l'architecture. En réalité, bien sûr, si l'on se souvient de l'ancienneté de la maison, Clisson, Guise, de l'importance des liens familiaux, puisque les Rohan sont apparentés à ces familles, eh bien évidemment, on comprend que pour eux, l'important n'est pas de garder quelque chose de difforme sur le plan médiéval, c'est tout simplement de garder la preuve de l'ancienneté de la demeure. Autrement dit, on est là, dans un quartier où ont toujours été nos familles qui remontent au Moyen-Âge en ligne directe jusqu'au roi de la première race. Donc là, une démonstration politique très, très importante. Deuxième chose que vous ne pouvez pas voir de là où vous êtes parce que la photo n'est pas assez nette, c'est qu'il y a quelque chose de totalement anti-classique dans l'usage des ordres, classique au sens de régulier, canonique. En effet, l'ordre inférieur ici est un ordre composite, tandis que le corinthien est au-dessus. Or, vous le savez, les ordres doivent toujours être hiérarchiquement disposés entre eux, et les ordres vont de plus en plus vers le riche, et donc le corinthien, normalement, est sous le composite. Ce n'est pas une chose qu'on voit, je ne vous le cache pas, très spontanément, puisqu'il faut avoir une bonne connaissance des ordres. Mais évidemment, c'est une démonstration éclatante qui est faite par l'architecte et son commanditaire, qui est de dire que les princes de Rohan sont tellement au-dessus des gens qu'ils peuvent se permettre une énorme licence avec la règle architecturale. Il faut se souvenir de la devise, roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suit. Belle devise. Donc, évidemment, on peut jouer avec les ordres antiques que l'Académie essaye tant bien que mal de mettre sur un plan canonique dans les traités qu'elle patronne dans ces années-là. Mais la chose la plus extraordinaire de tout ça, c'est pas encore ça, c'est que le même architecte va recevoir, voilà l'hôtel gothique, regardez, la nouvelle façade est ici, la cour de manège, c'est toujours le plan Turgot, nous avons regardé dans ce sens-là. Ça, c'est l'ancienne entrée, vous voyez, qui n'offrait aucune possibilité de dégagement monumental. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que pour le cinquième des nombreux enfants, le fils chéri Gaston, on va faire un deuxième hôtel. Et ce deuxième hôtel, il doit être très important parce que Gaston a fait une belle carrière, il est maintenant prince archevêque de Strasbourg, c'est pas rien. Et en attendant, bien sûr, que la famille fasse construire le palais Rohan de Strasbourg, qui a l'air d'un ovni parisien implanté dans l'architecture de l'Alsace de Strasbourg, eh bien, on va couper le bout du jardin sur la rue du Temple et offrir à cet enfant chéri, dont toujours cette mauvaise langue de Saint-Simon dit que c'est le fils direct de Louis XIV, bien sûr. Vous voyez que tout ce que nous connaissons, c'est
pas toujours très nouveau, eh bien, cet hôtel va prendre place au bout du jardin, et ainsi, dans un rapport que peut-être le docteur Freud aurait condamné, le fils est sous le regard de ses parents. Le grand jardin formant une liaison entre les deux édifices. Comme il s'agit d'un prince de l'Église, il faut un peu de retenue. Et là, nous voyons aussi ces questions de convenance. Voilà le portail de l'hôtel de Rohan, qui est, vous le voyez sur ce dessin qui est annexé au marché, avec aussi une tour creuse pour le carrosse, parce qu'il a un grand train en tant que prince à archevêque. Mais en revanche, vous voyez, grande sobriété dans le traitement. Il n'y a pas de colonnes, juste des sortes de pilastres dont le corps a été traité en boucharde, et la porte ici, toute simple, en plein cintre. Il y a une seconde porte ici pour le dégagement des communs. Voilà l'élévation proposée par Delamer, beaucoup plus sobre, vous voyez, que la grande façade démonstrative de papa et de maman. Et voilà le résultat de cet hôtel d'un prince de l'Église. Donc, point trône en faux, pas de colonne, pas d'ordre, pas de pilastre. Juste un fronton avec les armes, bûché à la Révolution et restitué d'une manière peut-être peu satisfaisante par le service des monuments historiques. Et quelques bossages qui soulignent là à nouveau l'importance du mur. Nous sommes, je n'ai pas dit les dates, dans les années 1705-1708. Sur le jardin, en revanche, là, peut-être il est possible de faire un petit peu mieux. On est vraiment entre soi, entre la famille. Et donc la façade beaucoup plus large, comme la parcelle s'élargit, reçoit un grand avant-corps monumental à ordre dorique et ionique, et enfin des pots à feu sur l'étage sous le fronton. Et voilà ce que ça donne. Après le sauvetage de l'hôtel, qui devait être rasé, vous le savez, pour rembourser le déménagement de l'imprimerie nationale en 1900, et Dieu merci, sauvé par l'acharnement de la commission du Vieux-Paris et de tous les gens qui étaient censés, en France dans ces années-là, l'hôtel de Rohan, qui aujourd'hui, vous savez, est une annexe des archives nationales, et c'est très bien comme ça. Il se produit, avec cette demeure, un changement tout à fait extraordinaire, ou plutôt quelque chose que j'avais suggéré avec l'hôtel d'Angoulême de Diane d'Angoulême, vous vous souvenez, l'hôtel de Lamoignon actuel. C'est l'apparition d'une typologie nouvelle qui va prendre beaucoup d'importance au cours du XVIIIe siècle. C'est bien sûr l'hôtel en forme de pavillon. On est toujours entre cour et jardin, il n'y a pas de doute possible, mais une chose vous frappe, il n'y a plus d'aile, il n'y a plus de décrochement, de pavillon. Le bâtiment est un bloc ceinturé par son extraordinaire corniche dorique, alors qu'il n'y a pas d'ordre, ni colonne, ni pilastre. Il y a simplement l'entablement, la corniche architravée ici, l'entablement dorique, et un avant-corps à fronton très puissant. Mais pas d'aile. Autrement dit, nous ne sommes plus avec ces logis articulés qui, depuis l'origine, avaient composé l'image de l'hôtel particulier. Vous avez peut-être reconnu cette maison qui a été construite en 1700 par Germain Boffrand pour le neveu de Charles Lebrun, qui s'appelle aussi Charles Lebrun, Charles II Lebrun, et qui est non pas peintre comme son illustre oncle, mais tout simplement un financier. Et peut-être vous savez que cet hôtel, je ne peux pas me lasser de le rappeler, était le siège social des HLM de la ville de Paris. Finalement, quand même, l'image étant assez peu en adéquation, il vient d'être vendu et il est maintenant dans la main d'un grand groupe de promotion immobilière qui va y faire des bureaux. Enfin, il y avait déjà des bureaux. Donc un hôtel bloc, totalement isolé sur ses quatre faces, qui introduit une nouvelle typologie dans tout ce que nous avons vu, avec une façade sur le jardin, qui, elle, a un grand avant-corps avec un étage, vous voyez, au centre supplémentaire, et un très beau balcon, parce que le jardin était très grand, il a été réduit très fortement au XIXe et au XXe siècle. Mais enfin, voilà, il reste ça, qui permet ici de mettre en valeur un fronton où vous avez le portrait, bien sûr, de l'oncle, le héros de la famille. C'est donc un buste à l'antique de Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV, qui est magnifié par le neveu, qui lui doit évidemment beaucoup de choses et une partie de sa fortune. Et nous voyons se développer dans ces années-là ces fameux hôtels blocs, ces hôtels pavillons, qui vont avoir tant de succès à l'époque néoclassique. Regardez ici l'hôtel Crozat d'un jeune architecte très brillant qui s'appelle Sylvain Carteau, 1704, nous sommes rue de Richelieu, un terrain très en profondeur mais étroit qui éclate en intérieur de l'îlot pour aller jusqu'au boulevard dans un immense jardin. L'architecte a une idée de génie, même, il ne possède même pas, vous voyez ici, il y a une maison voisine, on entre dans un axe, il y a une sorte d'avant-cour qui permet de se débarrasser de la question des carrosses et de l'écurie, comme ça on n'en parlera plus. On entre ici dans une grande cour avec un mur renard, et dans l'axe il y a le vestibule. Donc on retrouve ici des ingrédients que nous connaissons. Il y a une aile ici, avec les services, cuisine, office, salle du commun, et cette aile est rendue étanche par rapport aux appartements grâce à un escalier. Mais ici c'est la salle à manger tout près des cuisines, comme ça on ne mange pas froid. Ça, c'est malin.
Ce qui ne va pas, évidemment, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est que l'escalier n'est ni à droite ni à gauche, il est devant. C'est-à-dire qu'on peut aller directement dans l'escalier ou passer à droite et à gauche. À droite et à gauche, l'appartement n'est pas double en profondeur, il est triple en profondeur. Et même, si on compte la galerie, quadruple en profondeur. Antichambre, chambre, cabinet, galerie. Antichambre, chambre, cabinet, galerie. Et dans tout ce petit espace très réduit qui est éclairé par des systèmes de courettes et de lanternaux zénithaux, on peut loger l'escalier, les lieux à l'anglaise, c'est-à-dire les commodités, les escaliers de service et les petites pièces cachées pour ne pas perturber la distribution. Admirable coup de génie, puisque ce qui n'était pas possible dans un hôtel qui s'appuyait sur les murs mitoyens est possible puisque le jardin fait le tour complet de la maison. Le jardin est à gauche, à droite et au centre. Autrement dit, on peut prendre du jour ici, on peut prendre du jour ici. On peut s'amuser à changer d'appartement selon qu'on aime la lumière du nord ou la lumière du sud. Et plein ouest, écrasé de soleil le soir, on pose au bout de ce bloc un morceau complètement dans la largeur qui est la grande galerie, la galerie bien sûr, des tableaux, puisque c'est encore un hôtel Crozat, les fameuses collections de tableaux des Crozat se déployaient ici sous un plafond peint à la voûte de la galerie. Donc, solution extraordinairement moderne. L'hôtel n'a pas un grand caractère architectural pour tout dire, mais en revanche, sur le plan de la distribution, c'est un coup de génie absolu. Et là, cet hôtel, vous le savez, a été détruit par un de ses propriétaires, le duc de Choiseul, pour faire le petit quartier des rues d'Amboise, Saint-Marc et la comédie italienne, c'est-à-dire la Gaîté Lyrique, pas la Gaîté Lyrique, pardon, l'opéra comique, dans le quartier du boulevard des Italiens. Le même Germain Boffrand que je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'il, avec beaucoup d'habileté, va commencer de spéculer dans des terrains qui se trouvent bien placés, il y a des petits malins, vous le savez, dans l'histoire de l'urbanisme, il a été assez avisé de construire et d'acheter des terrains dans le faubourg Saint-Honoré, juste avant que le petit Louis XV y soit amené, aux Tuileries, je veux dire, par le régent au début de la Régence. Donc vous le savez, l'installation du roi, le retour de la cour à Paris et l'installation du roi aux Tuileries a donné un coup de fouet à la construction d'abord du faubourg Saint-Germain sur la rive gauche et aussi rive droite, bien sûr, grâce à cette présence royale au faubourg Saint-Honoré qui ne possédait pas d'hôtel particulier à l'époque. Et donc Boffrand est un des premiers à acheter, vous voyez, un vaste terrain rue du faubourg Saint-Honoré et à construire ici un pavillon totalement isolé. Bien sûr, il y a 2 murs ici qui délimitent la cour, certes, mais l'essentiel, c'est qu'il y a 3 jardins, un grand parterre ici à l'ouest, avec les pièces de réception, un petit parterre de fleurs, et ici, vous voyez, un petit parterre plus privé au nord. C'est l'hôtel de Duras, construit en 1714, un an donc avant la mort du roi. Et vous le savez, en face vont se peupler, évidemment, d'hôtels, cette rue de Saint-Honoré, avec notamment, bien sûr, le plus grand d'entre eux, qui est toujours en fonction, c'est le palais de l'Élysée, l'hôtel du comte d'Évreux. Voilà les façades de ce petit pavillon d'un étage qui se présente comme un bloc, un cube, avec une toiture en pavillon tronqué. Et regardez ici un effet très intéressant chez Boffrand, que nous avions déjà tout à l'heure à l'hôtel Lebrun, et qui est très frappant pour l'art français. On attendrait à l'angle des bossages qui viennent fermer la composition. Et l'angle est vif, comme font les Anglais depuis déjà pas mal d'années, depuis Inigo Jones, c'est-à-dire depuis que les Anglais pratiquent bien sûr le néopalladianisme dont ils sont les pères dans l'architecture européenne. Et bien ici, Boffrand, pour que l'espace mobile tourne autour du pavillon, il ne faut pas arrêter l'édifice par des bossages, il faut que les arêtes soient nues. Et ça, cette idée géniale, c'est Jules Ardomansart qui l'a eu au Dôme des Invalides le premier. Le même Boffrand, qui est décidément très original, va inventer dans cet hôtel entre cour et jardin, si j'ose dire, traditionnel, au 1 rue Saint-Dominique, l'hôtel Amelot de Gournay, qui est aujourd'hui une ambassade, mais qu'on peut voir en partie sur l'arrière en rentrant dans le jardin de l'Amérique latine, par le boulevard Saint-Germain. Dans cet hôtel, donc, il va oser quelque chose de tout à fait génial. Il va incurver la façade. L'architecture des hôtels, comme l'architecture civile, a souvent été assujettie en France à des lignes droites qui se recoupent orthogonalement. Ici, nous avons un effet de creusement de la façade. Nous sommes là contemporains des grandes machines de Fischer von Erlaar, des Dietzenhofer, etc. Bien sûr que nous ne sommes pas dans la même emphase décorative, mais dans cette jolie idée que la cour n'étant pas très grande, on peut lui donner un dynamisme extraordinaire par ce jeu de façade concave, comment ne pas voir que Boffrand est bien au courant des créations européennes, lui qui travaille d'ailleurs en Lorraine et pour certains princes allemands. Mais il y a autre chose de plus extraordinaire encore, qui fait que j'aurais pu vous montrer cette façade en vous disant qu'elle était de la fin du XVIIIe siècle, et peut-être vous m'auriez cru, c'est l'ordre colossal sur les façades. Un ordre colossal corinthien qui renoue avec la tradition que Levau avait utilisée, notamment à l'hôtel Lambert,
et qui pourtant à l'époque est fortement condamné par l'Académie, qui dit qu'il faut mettre des ordres superposés s'il y a plusieurs étages et non pas un seul ordre colossal qui couvre ici 2 étages, 2 niveaux. Donc un artiste que nous pouvons isoler dans cette série des grands génies, c'est Boffrand par son originalité et les recherches qu'il pratique sur l'architecture de l'hôtel. Mais bien sûr, celui qui recueille l'héritage de Jules Hardouin-Mansart, celui qui lui succède, qui est son parent, c'est Robert de Cotte, qui devient premier architecte du roi en 1708 et qui va donner dans ce grand hôtel qu'on appelle l'hôtel du Maine, donc pour une princesse du sang. Vous voyez l'élévation du côté du jardin gravée dans Mariette, grand hôtel entre cour et jardin qui est rue de Bourbon, notre rue de Lille, qui donne sur la Seine, donc avec un jardin suspendu, comme tous les hôtels qui s'alignent de ce côté-là, pour mieux voir les Tuileries sans voir le chemin du quai. Et vous retrouvez ici une écriture qui vous rappelle bien évidemment celle des châteaux et des maisons de plaisance de l'époque. Là, nous sommes dans une même famille, et vous verrez la semaine prochaine avec Vincent Droguet des exemples, je pense, qui vous frapperont. 3 avant-corps, on voit la mise en place de ce rythme ternaire que j'avais souligné tout à l'heure qui apparaît chez François Mansart. Un fronton simplement pour magnifier le grand avant-corps qui a un balcon filant sur les 3 travées alors que les avant-corps latéraux n'ont qu'un balcon sur la travée centrale. Et ce jeu que Robert de Cotte a repris bien sûr à son beau-frère de mélange des formes des fenêtres, des pleins cintres, des fenêtres à segments d'arc ou des anses de panier pour varier évidemment la grande monotonie qui pourrait résulter d'ouvertures toutes homogènes sur une façade aussi monumentale et en plus, vous voyez, avec 2 grands niveaux. Mais ce grand hôtel du Maine, si important, qui correspond à une princesse qui a un grand train, ne doit pas dissimuler qu'au contraire, une des tendances fortes des années de la Régence, nous sommes là, pardon, je ne l'ai pas dit, en 1716 pour l'hôtel du Maine, une des tendances fortes des hôtels de la Régence est au contraire l'écrasement général des lignes. Et nous sentons là l'extraordinaire leçon, bien sûr, que Jules Hardouin-Mansart a donnée dans l'architecture française, qui est une leçon d'horizontalité. Depuis ses premiers bâtiments, Mansart, le jeune Jules Hardouin-Mansart, a fait penser au pavillon du Val, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, des bâtiments qui sont sur, quelquefois, un seul rez-de-chaussée. Et bien sûr, la consécration suprême de ce style horizontal, si j'ose dire, c'est le grand Trianon de marbre, dont d'ailleurs Louis XIV lui-même est en partie responsable, puisque vous savez que le Trianon devait avoir une toiture et que Louis XIV l'a fait enlever pour avoir cette impression vraiment de rez-de-chaussée très italien. Ici, c'est un hôtel dit de la Vrillière, qui est un hôtel du Faubourg Saint-Germain, construit par François de Bias-Aubry vers 1720. Et vous voyez une des formules qui se développe. L'hôtel est assez isolé et il présente des développements latéraux comme des ailes, mais qui sont dans la ligne de composition de la façade et non pas perpendiculaires au corps de logis. Alors malheureusement, quelquefois, bien sûr, il a fallu agrandir. Donc ça, c'est le ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, l'hôtel de Brienne. Et vous voyez que ce qui était le logis central et les 2 ailes s'est vu rattrapé par un étage de surélévation ici qui ne permet plus de lire cette architecture, évidemment, et qui faisait dire à un de mes maîtres regrettés, Bruno Ponce, que ces belles façades régence si équilibrées avaient l'air maintenant de wagons de chemin de fer, mais il avait la dent très dure. Évidemment, le Faubourg Saint-Germain prend de l'ampleur tout au long du règne de Louis XV, et il faut regarder de très près ce qui s'y fait, bien sûr, avec peut-être le plus beau de tous ces hôtels, celui auquel nous sommes le plus attachés pour toutes sortes de raisons, c'est l'hôtel dit de Matignon, qui est aujourd'hui la résidence du Premier ministre, et que je vous montre ici dans un très beau plan manuscrit en couleur du XVIIIe siècle. Nous sommes à nouveau sous la Régence en 1720, tout ça c'est dans un mouchoir de poche, et nous sommes bien sûr rue de Varennes, une rue qui alors n'est pas très bâtie, et vous voyez que le propriétaire a eu la chance de pouvoir acheter une immense parcelle traversante qui va d'une rue à l'autre, puisqu'ici est la rue de Babylone, parcelle tout à fait fantastique qui permettra au XIXe siècle à Haussmann de rêver sa destruction complète pour faire passer une rue ici, qui d'ailleurs est suggérée par la grande allée d'arbres. C'était tellement plus simple d'exproprier une seule parcelle pour faire passer une rue que tout un quartier. Dieu merci, cette opération, vous vous en doutez, n'a pas eu lieu. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'évidemment, sur une parcelle étroite, l'architecte qui s'appelle Jean Courtonne, c'est Courtonne le père, puisqu'attention, il y a un Courtonne le fils, très fameux aussi à l'époque, a réussi à faire ce qu'on pouvait faire de mieux avec tous les ingrédients de l'hôtel parisien de l'époque, toutes les innovations de ses prédécesseurs, sur un terrain quand même assez difficile à cause de cet effet très en tuyau, très allongé. Vous avez la tour creuse avec les colonnes d'entrée.
vous avez le contre-hémicycle de la très belle cour qui est dégagé par une basse-cour pour les chevaux et les remises et une deuxième petite basse-cour pour la bouche, cuisine et salle du commun, tout près de la salle à manger. Voilà qui est malin. Vous avez ensuite un corps de logis double en profondeur qui permet d'avoir une vraie distribution assouplie. Mais regardez, on n'a pas été se coller sur les mitoyens. Ici, l'hôtel se détache tout d'un coup, tout seul, si j'ose dire, des annexes ici. Et il apparaît, grâce à ces deux passages latéraux où on ne va pas, qui ne servent à rien, qui sont en cul-de-sac, comme un hôtel évidemment isolé, comme un hôtel en pavillon. Autrement dit, sur la cour, nous avons complètement un hôtel entre cour et jardin articulé avec des ailes, et sur le jardin, nous avons un hôtel qui fait un effet de pavillon, renforcé, comme vous le comprenez, à cause de la dénivellation du terrain, par un énorme socle avec un perron monumental, qui permet donc une très bonne lisibilité de la façade, même quand on est tout au fond de l'allée, car il y a un recul merveilleux. C'est le plus grand jardin privé, entre guillemets, de Paris, vous le savez aujourd'hui encore. Voilà maintenant un plan pris dans Blondel, comme vous le voyez à cette photo un peu curieuse. Et nous pouvons détailler donc la tour creuse qui permet aux carrosses de bien tourner dans la rue de Varennes. On peut ensuite s'avancer jusque ici devant le perron et rentrer très majestueusement, comme le font nos ministres lorsqu'ils viennent voir le premier d'entre eux. On peut aussi, bien sûr, ranger le carrosse dans les remises et les chevaux ici dans l'écurie qui rachète le trapèze à cause du tracé de la rue qui n'est pas droit sur la parcelle. Il y a une petite aile de service dissimulée très écrasée ici par rapport aux mitoyens et l'hôtel qui présente deux pavillons et la façade ici, mais qui, vous voyez, s'articule à un logis beaucoup plus détaché sur l'arrière. Ici, nous retrouvons une difficulté que Courtonne, qui a construit l'hôtel entre 1720 et 1724, a à nouveau connu comme François Mansart, en plaçant le vestibule ovale, qui est une très belle réalisation de stéréotomie avec un plafond plat au centre, et l'escalier là, il n'a pas réussi à faire la liaison vestibule-escalier. Donc ce n'est pas un absolu, évidemment, il y a toujours des variantes. C'est pour ça qu'on renonce quelquefois à présenter l'hôtel thématiquement comme je l'ai fait, c'est qu'il y a toujours tellement de contre-exemples à tout ce qu'on essaye de mettre comme règle qu'il faut être très prudent. Donc le grand escalier a sa propre porte, et aujourd'hui on peut entrer par là, le garde républicain qui vous filtre est ici, mais on peut aussi entrer bien sûr par là. Entre les deux, il y a la salle à manger, qui est une disposition qui, évidemment, fait que c'est la pièce la plus proche de la bouche qui est là. Donc on sort de la cuisine, qui est aujourd'hui ici un des bureaux du service de presse du Premier ministre, et on peut aller comme cela ici. Quand on est dans le vestibule, on peut aller dans un appartement qui est là, ou alors s'avancer dans le grand appartement d'apparat qui donne sur le jardin jusqu'au grand salon central. Ce qui est tout à fait remarquable, évidemment, ici, c'est que vous vous souvenez de ce mur de refend qui divisait les deux épaisseurs depuis qu'on avait doublé les logis. Regardez ici comme on a changé de sens. Les murs sont dans l'autre sens et comme des tiroirs, tout ça a coulissé merveilleusement pour créer une extraordinaire souplesse. On n'a plus cette impression un peu rigide des deux enfilades collées l'une à l'autre. On passe d'une pièce à l'autre sans vraiment se rendre compte de cette force de la ligne de refend qui a été complètement ici assouplie de manière extraordinairement brillante. Donc voilà, on entre par ce grand portail à colonnes ioniques, dont on vient de retrouver le dessin original dans un placard d'un conseiller du précédent Premier ministre, donc on est très content parce qu'on avait peur qu'il ait disparu. Ici, le cartouche qui porte, ça c'est une chose qui se met en place dès le XVIIe siècle, le nom du propriétaire, ça arrivait. Et dans l'axe, vous voyez, un grand avant-corps, je vais y revenir. Voilà la façade telle qu'elle a été gravée, et nous voyons ici le rythme ternaire, deux avant-corps latéraux, un avant-corps central coiffé d'un dôme en ardoise qui dépasse sur la ligne de comble, tandis que ici, il y a une chose nouvelle que nous n'avions pas encore vue. La façade n'est pas droite, elle est défoncée par un avant-corps en saillie qui abrite ce fameux vestibule ovale. Donc ici, Courtonne, dans cette mode où on assouplit les lignes architecturales des hôtels, introduit un avant-corps monumental sur cour, avec un balcon, qui est d'ailleurs une des rares occurrences de balcon sur cour, parce que c'est plutôt sur le jardin qu'on place le balcon. Voilà la façade telle que vous pouvez la voir aujourd'hui, et vous voyez que malheureusement, le dôme a disparu, ce qui rend assez peu lisible l'avant-corps à trois pans qui s'avance et qui abrite donc le vestibule, et ici une pièce à boiserie qui est aujourd'hui le bureau du directeur de cabinet du Premier ministre. Voilà l'entrée vers l'escalier directement, et les ailes plus basses qui abritent les services. Sur le jardin, même chose. Vous avez toujours le rythme ternaire avec les deux avant-corps latéraux, l'avant-corps central qui lui aussi fait une saillie avec le balcon, là c'est plus logique, et une toiture en pavillon qui vient marquer l'importance de cette avancée. Regardez comme le graveur a bien compris l'intention de l'artiste, il a représenté dans le noir
les parties extrêmes à l'arrière des deux parties qui sont à droite et à gauche de l'hôtel et qui lui permettent d'avoir l'air complètement dégagé sur les murs mitoyens. Et voilà ce que ça donne après restauration, puisque vous savez que l'hôtel Matignon a connu un incendie très violent en 2001, tout l'étage a brûlé intégralement, sauf le bureau du Premier ministre, et donc il a fallu tout refaire, y compris la toiture qui n'a peut-être pas totalement été refaite dans sa pente d'origine d'ailleurs. Donc voilà le recul merveilleux qu'offre ce grand jardin, et l'hôtel sur ce socle monumental, vous voyez, isolé à droite et à gauche. On voit les façades arrière sont ici. Voilà. En fait, cette idée d'un avant-corps qui sort de la façade existait depuis plus longtemps. Avant même que Jean Courtonne l'utilise sur cour et sur jardin à l'hôtel Matignon, on en voyait une très belle occurrence dans l'hôtel que je vous ai montré tout à l'heure, l'hôtel Amelot de Gournay de Germain Boffrand, celui qui a la cour ovale. C'est ça que vous voyez des jardins de l'Amérique latine qui est là, quand vous allez dans cet endroit un peu sélect. Une façade donc défoncée en avant-corps par une rotondité qui abrite bien sûr des salons à l'étage et qui nous permet d'évoquer évidemment le grand modèle de ça, la grande idée mère qui a été à l'origine de tous ces avant-corps qui brochent sur les façades et qui se trouvent aussi bien dans l'hôtel particulier que dans la maison de plaisance ou dans le château et bien sûr dans les grands palais de nos amis des pays germaniques, c'est Vaux-le-Vicomte, le grand salon bien sûr de Louis le Vau qui défonce la façade vers le jardin. Et on pourrait même ici citer quelque chose de moins connu qui est l'hôtel de Beaufremont, qui est encore aujourd'hui en main privée, qui appartient en partie à un grand couturier français, avec cet hôtel de Beaufremont sur jardin et son merveilleux avant-corps avec un puissant fronton mouluré, œuvre de 1735 d'un architecte peu connu qui s'appelle Pierre Boscry, et le pauvre qui n'a jamais pu rentrer à l'Académie, c'était le drame de sa vie, parce que l'Académie le trouvait trop italien. Regardez le grand balcon à nouveau, qui épouse ces salons de l'étage et qui permettent cette vue sur le jardin. La traduction, évidemment, la traduction de ces pièces centrales ici, c'est l'introduction d'une chose qui s'ajoute vraiment à la distribution classique que j'ai décrite jusqu'à présent, vestibule, grande salle, puis antichambre, chambre, cabinet. Une pièce nouvelle qui arrive, c'est le salon. Le salon qui progressivement remplace la salle dans son rôle de pièce principale de l'appartement, mais qui n'a plus le même rôle que la salle. Ça devient le salon de compagnie. Ce n'est pas la pièce où tout le monde peut rentrer et sortir, c'est au contraire un endroit choisi où on peut avoir la conversation, recevoir ses amis dignement, et c'est l'ancêtre de notre salon pièce à vivre tel que nous le pratiquons en toute modestie. Puisqu'on était dans les façades déformes, j'insisterai aussi sur le fait que l'hôtel particulier parisien au XVIIIe porte cette chose qui n'existe pas dans l'architecture de la maison bourgeoise. Ce sont ces façades qui épousent des courbes et des contre-courbes, et je vous montre ici un hôtel délicieux qui est peu connu rue du Cherche-Midi, c'est l'hôtel de Marcilly, construit dans les années 1735 par Claude Bonneau, et qui abrite un grand cabinet célèbre de généalogie aujourd'hui. Très jolie façade que vous pouvez quelquefois voir quand la porte s'en trouve sur la cour. L'autre solution, bien sûr, c'est de rester dans une composition beaucoup plus classique, orthogonale. Ici, le même Jean Courtonne pour un autre client, c'est l'hôtel de Noirmoutier, qui est aujourd'hui la résidence du préfet de la région Île-de-France, hôtel que tous ceux qui sont sensibles à la grande geste militaire de la France de 1914-18 aiment tendrement. C'est la maison que la République a donnée à Foch en remerciement de ses services, et c'est là qu'il est mort en 1929. Et voilà ce que ça donne. Maison, évidemment, où Courtonne, là aussi, a déployé son talent. Il a aussi mis un balcon sur la cour, c'est un de ses tics. C'est un de ces tics qui s'explique d'ailleurs en partie parce que Courtonne est aussi le père d'un traité d'optique et de perspective, et qu'évidemment le balcon crée un point d'accroche pour la perspective très fort. Et si l'on se transporte toujours dans ce faubourg Saint-Germain, un peu plus loin, par exemple en restant rue de Varennes, tout au bout de la rue de Varennes, en arrivant sur les Invalides, on découvre un hôtel tout à fait extraordinaire. Voilà, c'est un dessin original de 1750, sans doute préparatoire à une gravure de Blondel. C'est l'hôtel de Péringue de Maurras, que nous appelons le musée Rodin, l'hôtel Biron. Péringue de Maurras est un personnage excessivement amusant de l'Ancien Régime, puisque c'est un laquais enrichi, qui avait fait une fortune colossale, et qui représente très bien l'arrivisme des gens qui voulaient habiter des hôtels dans les beaux quartiers. La première fois qu'il a pu se faire construire un hôtel, c'était dans le nord du Marais, sous la Régence, un très bel hôtel qui est aujourd'hui une école de la ville de Paris. Puis il a trouvé que le Marais, c'était pas terrible. Alors il s'est offert un hôtel place des Vosges, place Vendôme, pardon. C'était déjà mieux. Et puis il a trouvé que la place Vendôme, c'était pas assez bien fréquenté par ses collègues financiers, et donc il est parti s'installer au milieu de la vieille aristocratie, dans le noble faubourg. Donc par son
programme architectural de 3 hôtels successifs, il est un extraordinaire démonstrateur, si j'ose dire, de cette mode qui passe d'un quartier à l'autre et que les hôtels suivent comme des chiens de chasse, si vous voulez, vraiment. Non, en meute, comme ça, de quartier à l'autre, selon la mode. Il a commandé cet hôtel en 1727, donc on est au tout début du règne de Louis XV, à Jean Aubert, encore un élève de Mansart, mais devenu protégé, vous le savez, des Condé, d'où les grandes écuries de Chantilly qui sont son chef-d'œuvre. L'hôtel est quasiment donc tout au bout du faubourg, et là nous avons un effet qui est vraiment celui d'une maison de plaisance. Et d'ailleurs, je crois que Vincent Droguet, avec qui j'en ai parlé, vous en reparlera la semaine prochaine. En effet, bien sûr, il y a quand même des murs qui délimitent la cour, qui ont aujourd'hui disparu, donc l'effet est un petit peu plus accentué encore aujourd'hui. Et bien sûr, ces murs permettent d'aller dans un jardin ici et dans un ensemble de cours de service avec remise, écurie et bouche. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est que l'hôtel, à part ces 2 petits murs qui viennent toucher, accrocher le rez-de-chaussée, est complètement isolé sur ses 4 faces, posé sur une gigantesque plateforme formant terrasse avec un perron monumental sur le grand parterre, puisqu'il y a une dénivellation dans le terrain, qui permet d'avoir un effet monumental tout à fait extraordinaire, qui est comme l'aboutissement de tout ce que je vous ai dit, tandis que bien sûr l'hôtel est en double profondeur, avec des salons, un salon au centre, et ces cabinets en rotonde sur l'angle, qui rappellent un des modèles qui à ce moment-là était très important, c'est le Palais Bourbon, un bâtiment à rez-de-chaussée construit en partie d'ailleurs par Aubert le long de la Seine et qui est aujourd'hui enfermé, enclavé dans les bâtiments de l'actuelle Assemblée nationale. Voilà le détail de la distribution. Ne peut pas être plus clair, je crois, et je voulais vraiment vous la montrer, d'autant que le musée Rodin, qui est peut-être le plus beau musée qui occupe un hôtel particulier, car vous savez que de nombreux musées sont installés dans des hôtels particuliers, mais qu'il n'y a souvent pas d'adéquation entre le contenant et le contenu. Il y a des très belles réussites, comme le musée de Cluny, bien sûr, un musée du Moyen-Âge dans un hôtel du Moyen-Âge, mais il y a aussi de grands échecs, comme par exemple le musée Cognac-Jet à l'hôtel d'Onon. Ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a très peu touché, comme Rodin l'aurait fait lui-même. Vous savez, Rodin disait « ne détruisez plus et ne restaurez plus ». C'est son cri d'amour pour l'architecture. Et donc, on a l'impression de rentrer chez lui. C'est ça qui est merveilleux. Il y a même des pièces qui sont pas très bien entretenues. Tout ça donne un effet délicieux de maison particulière. Donc, un vestibule au centre de la composition. On entre. L'escalier est tout de suite ici. Vestibule, escalier appariés l'un à l'autre. Tout ça est très bien. Et bien sûr, on est attiré par la porte centrale, une belle enfilade, dans le salon. Voilà cette pièce centrale qui coordonne la distribution sur le grand axe. De là, on peut aller dans des appartements latéraux, chambre ou salle d'audience, grand cabinet ovale sur l'angle, chambre à coucher, plus au calme sur le côté, avec son petit cabinet, la chaise percée, la garde-robe, nécessaire bien sûr à une vie bien confortable. Même punition de l'autre côté, vous voyez, exactement, donc 2 appartements qui sont en symétrie l'un de l'autre. Il n'était pas la peine de répéter l'escalier, donc on a un espace libre ici, regardez, on aménage une pièce qui est apparue en réalité au XVIIe siècle, mais qui va devenir une exigence de la distribution moderne, la salle à manger, la salle où on mange, où on dresse le couvert, mais de manière fixe, définit les salles à manger itinérantes qu'on dressait dans la salle, dans l'antichambre, et vous avez même, regardez, 2 pièces qui forment des buffets pour permettre le service ici. Aujourd'hui, cette pièce est très modifiée, les buffets ont été fermés, cette porte également, et en fait, on passe par ici, dans les petits cabinets entresolés, où sont présentées des petites sculptures. Donc, vous pouvez faire ce parcours aujourd'hui dans le musée, et en gardant ce plan en tête, vous retrouverez absolument tous les murs porteurs, et même, ce qui est merveilleux, je crois, parce que c'est très rare, les petits dégagements. Quand vous montez à l'étage, vous avez le petit dégagement tout de suite avec un double jour derrière l'escalier. Et ça, c'est très précieux parce que, hélas, très souvent, ce sont des espaces qu'on a sacrifiés pour agrandir les pièces quand c'est des musées ou quand c'est des bureaux. C'est pourquoi encore tant de gens croient qu'il n'y avait pas à Versailles de commodité et ricanent sottement après les historiens de la Troisième République sur le manque d'hygiène de Versailles, tout simplement parce que, évidemment, toutes les commodités ont été démolies quand on a fait le musée au XIXe siècle. Et voilà l'effet de petit château en ville, tout à fait extraordinaire, vu du fond du jardin, qu'offre ce musée, en même temps que la façade a été travaillée avec une souplesse extraordinaire par Jean Aubert, notamment dans ces 2 cabinets qui se dégagent, voyez, et qui sont liés pourtant au corps central par ce magnifique jeu de bossage plat en table qui donne beaucoup de virilité à cette architecture. Grand balcon, là encore, qui donne sur le parterre. Et voilà ces mouvements qu'on peut sentir mieux en se mettant de profil, avec cette merveilleuse adéquation des chefs-d'œuvre de Rodin. C'est vraiment un des endroits, je crois, où on peut le mieux sentir à la fois l'amour que Rodin a eu pour les maisons anciennes, vous le savez, comme Picasso d'ailleurs, mais aussi cette architecture de l'hôtel offerte comme ça à la visite.
Alors, je ne vais pas multiplier les exemples parce que je ne voudrais pas aller trop vite sur la fin de notre période néoclassique qui est si riche, mais je voudrais terminer pour le règne de Louis XV, qui, vous le savez, est une période très importante pour la construction de l'hôtel, dans le faubourg Saint-Honoré comme dans le faubourg Saint-Germain. Je voudrais terminer par un hôtel peut-être moins connu de vous, en tous les cas peut-être pas immédiatement associé à un hôtel pour vous, puisque aujourd'hui c'est une mairie. C'est la mairie du 9e arrondissement à Richelieu-Drouot, rue Drouot, anciennement la rue Grange-Batelière. Je vous montre cet hôtel parce que, d'abord, il montre qu'il y a des hôtels aussi dans ce quartier qui va devenir très important, la chaussée d'Antin, la Grange-Batelière, dans la deuxième moitié du siècle, mais aussi parce qu'il offre une typologie que je n'ai pas encore peut-être évoquée et qui existe aussi tout au long de l'histoire de l'hôtel. C'est l'hôtel entre cour et jardin, d'accord, mais très loin de la rue. Je veux dire par là que la cour ne donne pas dans la rue, elle donne dans une allée, et le portail s'en trouve complètement détaché, comme un bouchon qui est parti sur le devant. Cette allée est encadrée par 2 propriétés qui en général appartiennent à l'hôtel et qui sont des maisons de rapport. Autrement dit, on se cache complètement entre une fente ici, 2 maisons, la fente conduit à l'hôtel en cœur d'îlot, on est beaucoup plus protégé, beaucoup plus loin. On garde un effet de représentation grâce au portail, ça il n'y a pas de doute, sur la rue, et on a en plus des loyers qui rentrent, ce qui est bien agréable, à droite et à gauche grâce à ces 2 maisons. Et comme on est aussi le responsable architectural des 2 maisons qui sont conçues par le même architecte, on est sûr que les mitoyens et les voisins ont une belle architecture et qu'on n'a pas sous le nez une verrue. Très habile formule évidemment. C'est ce que montre ce plan ici, et ça c'est le boulevard Montmartre, car c'est un des hôtels qui aussi s'agrège à un endroit qui va devenir très important pour la mode, qui est le boulevard justement. Cet hôtel s'appelle l'hôtel Dauny, il a été construit par l'architecte Briseux, bien connu pour son traité d'architecture. D'ailleurs, les gravures que je vous montre en sont extraites. Et c'est un hôtel qui aussi permet peut-être de ricaner, puisque après Madame de Beauvais et ses intrigues, il s'agit d'un hôtel construit par un fermier général pour sa maîtresse adorée, qui s'appelait Mademoiselle Gogo, et qui était une danseuse de l'opéra. Et là, nous avons un peu de parfum du XVIIIe siècle qui arrive à travers cette danseuse protégée par un financier qui par ailleurs devait aller se confesser d'une vie très réglée à son confesseur. Voilà le plan plus détaillé maintenant, centré sur l'hôtel, et la façade sur le jardin, qui est peu connue, parce que là il faut rentrer dans la mairie et aller dans la salle des fêtes qui est en fond de jardin. Et vous voyez qu'une fois qu'on est arrivé de l'allée assez profonde, la cour s'organise avec les cours de service, une basse-cour et une cour des cuisines. On peut ensuite entrer à droite et à gauche, petit escalier, grand escalier. Là, on n'entre pas sur le devant. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. On arrive ici et il faut tourner à droite ou à gauche. Ici, aujourd'hui, on passe en souterrain pour aller dans le jardin. Et sinon, le grand escalier est resté là, mais il a été refait sous Louis-Philippe, à l'époque du célèbre banquier Aguado, qui s'était trouvé là une bonne maison parce qu'elle était en face de l'opéra. Et lui aussi avait des passions très fortes pour la musique. Donc, un hôtel entre cour et jardin, avec un corps de logis double en profondeur, et toujours le grand salon central, qui est aujourd'hui une des belles pièces, tout ça dans un décor Louis-Philippe, de la mairie, qui a respecté très scrupuleusement l'hôtel. Il faut le signaler, c'est rare que l'administration ne soit pas complètement vandale. Et c'est avec la mairie du 8e arrondissement, l'hôtel Caille, un hôtel du Second Empire, et l'hôtel transformé en mairie du 7e, les 3 hôtels particuliers qui servent de mairie à Paris, aujourd'hui encore, malgré les grands édifices haussmanniens que nous associons à cette typologie de la mairie. Alors là, nous étions, je ne l'ai pas dit, en 1750 avec Mademoiselle Gogo, et nous avançons maintenant et nous approchons des années 1760 avec une explosion de construction et une explosion de l'hôtel particulier en 1000 inventions nouvelles qui sont liées bien sûr à des facteurs généraux. Le roi lève en 1765 l'interdiction de construire dans les faubourgs, qui avait tant freiné la construction, notamment dans le faubourg Saint-Honoré. Le roi a perdu la guerre, mais enfin c'est fini, c'est derrière nous, la guerre de 7 ans, la guerre de 1763, avec la perte du Canada et des Indes, tout ça maintenant permet de voir un peu plus clair. La monarchie est d'ailleurs prise elle-même dans un programme de grands travaux, encouragé par le directeur des bâtiments du roi, l'efficace Marigny, le frère de Madame de Pompadour, et Paris est pris de ce que le fameux chroniqueur Sébastien Mercier appellera la fièvre de la bâtisse, une rage qui voit s'ériger énormément d'immeubles de rapport, de promotions immobilières, de lotissements, de percements de rues et bien sûr d'hôtels particuliers, dont les formats, les typologies, les élévations sont de plus en plus extraordinaires et de plus en plus diverses. C'est le moment de cette extraordinaire société française de la fin du XVIIIe, dont une étrangère, Madame Oberkirch, devait dire que tous ces gens dansaient sur un volcan, sans comprendre que tout ça allait bien sûr exploser. Et nous connaissons la suite de l'histoire, qui n'est pas si drôle que ça. Alors, ici, des petites vignettes de Jeanninet mises en couleur, délicieuses, pour vous montrer la seule construction que vous puissiez aujourd'hui voir à Paris du fameux Étienne Louis Boullé.
si célèbre pour ses grandes machines de papier, ce cénotaphe de Newton, cette bibliothèque nationale qui ferait pâlir l'actuel site de Tolbiac par sa grandeur, ou autre construction de papier bien connue par la monographie consacrée après sa thèse à Boulay par Jean-Marie Pérouse de Monclos. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui de Boulay, paradoxalement, ce n'est pas une grande machine, c'est un tout petit hôtel particulier d'un financier, le financier Alexandre, donc c'est l'hôtel Alexandre, qu'on appelle aussi quelquefois l'hôtel Suchet, à cause du maréchal de Napoléon qu'il a possédé. Et c'est une construction toute petite, toute fragile, rue de la Ville-l'Évêque, dans un quartier en plein essor, là aussi, aux marges du faubourg Saint-Honoré, dans les années 1766-70. Les vues que je vous montre sont là, bien sûr, pour attirer votre attention sur leurs mensonges fantastiques. Parce qu'on ne peut pas apparier les deux façades l'une à l'autre, la façade sur cour et la façade sur jardin, non seulement parce que le style en est différent, ce qui ne serait pas très grave, ça existe dans l'histoire de l'hôtel depuis longtemps, mais parce que les niveaux ne correspondent pas. En réalité, bien sûr, l'attique ici n'est pas dégagé comme cela, n'était pas dégagé dans la réalité, même si on voit des personnages se promener là, et l'ensemble a été très transformé. Je vous le montre, d'abord parce que c'est Boulay, et ça nous rappelle que ces grands architectes qui, après la Révolution, nous ont raconté des histoires sur leur vision étaient en fait évidemment des architectes recherchés par la clientèle la plus aristocratique, et ils se sont donc, selon le vocabulaire révolutionnaire, compromis avec l'Ancien Régime. Je vous la montre aussi, ces vues d'hôtel, parce que cet hôtel a été massacré il y a quelques années par une grande opération pour installer le siège d'une grande société dont le patron mégalomaniaque a abîmé très fortement l'hôtel et surtout couvert la cour par une verrière, ce qui a rendu sans objet la lecture de l'hôtel entre cour et jardin. Voilà ce qu'on voyait avant l'opération immobilière de la société dont j'oublie le nom à l'instant et que je ne veux pas évidemment retrouvé. Et vous voyez ici le traitement que nous voyons apparaître, et qui est une rupture, évidemment, qui va monter en puissance, c'est le traitement par l'ordre monumental. Nous avons ici un portique, même s'il n'y a pas de fronton, qui dégage un vestibule. Comme on est frileux, on a mis, vous le voyez, un verre. Et vous savez, le verre, ça ne se voit pas, paraît-il, en architecture, comme le montre cette photographie. Et donc, un traitement qui, malgré les proportions très réduites de l'hôtel, très délicieuses, va monter en puissance tout au long de ces années pour offrir des colonnades entières et faire réintroduire dans l'architecture de l'hôtel un ordre en cohérence avec le nouveau goût néo-antique qui se répand dans la société et dans l'architecture. Voilà la façade sur jardin qui offre au contraire un décor de pilastres sur un soubassement. Le jardin est la seule chose réussie de l'opération, c'est un très beau jardin moderne fait par Louis Bénèche, avec des détails à la Clodion, bien sûr, de bas-relief enfant. Le bas-relief à l'antique que Louis le Vau avait introduit dans l'hôtel particulier revient à la fin du règne de Louis XV et sous Louis XVI en force. Puisque j'ai parlé de Marigny, regardons ce que Soufflot, le grand Soufflot lui-même, celui qui est alors chargé du chantier de Sainte-Geneviève, va réaliser pour celui qui l'a tant favorisé dans sa carrière. C'est une maison qui est quasi une maison de plaisance, là encore, un hôtel maison de plaisance, en haut de la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue du Roule, tout en haut. Et vous voyez que s'il y a bien un portail, un hôtel avec une cour et un jardin, la disposition de la parcelle a obligé, mais c'est un truc que nous avons maintenant l'habitude de voir, à poser le jardin sur le côté, et donc il y a à la fois une façade qui donne sur la cour et une grande façade qui donne sur le jardin. Nous sommes encore avec un hôtel qui pivote de 90 degrés, comme nous l'avons vu depuis l'hôtel Lambert. Voilà le portail du côté de la cour, construction là où l'esthétique, vous voyez, de l'époque néo-antique se met en place, plus sévère, et voilà la façade de l'hôtel qui, vous voyez, n'a pas de toiture apparente et est organisée, ça c'est la façade sur cour, au moyen d'un grand motif de serlienne très monumentale, qui est là aussi une citation qui réintroduit le grand goût de la Renaissance italienne dans l'architecture française. Mais c'est bien sûr, Claude Nicolas Ledoux, dont je vous montre l'admirable portrait conservé au musée Carnavalet, où il dessine la Saline d'Arquesnan avec une de ses filles qui se pend à son bras. Délicieux portrait de cet homme qui a été la coqueluche des grands milieux de la finance et de l'aristocratie, que Louis XV lui-même avait repéré. Vous savez que Louis XV était un grand spécialiste d'architecture, comme l'a si bien montré Daniel Rabreau, et pas du tout simplement un amateur, un vrai roi architecte, comme l'avait été son arrière-grand-père Louis XIV. Et ce jeune homme qui va travailler pour la Dubarry, pour les fermiers généraux, la Saline d'Arquesnan, les fameuses barrières de Paris, l'octroi, va aussi être très recherché par la bonne société et va être confronté au programme de l'hôtel particulier pendant toute sa carrière. Carrière qui, vous savez, sera brisée par la terreur, l'emprisonnement, la guillotine, il est passé pas très loin, et ensuite il sera beaucoup moins actif, pour ne pas dire seulement plongé dans ses pensées et ses méditations jusqu'à la publication de son livre en 1804. Ici, c'est le premier hôtel qu'il va aménager, c'est un jeune architecte, pas tellement connu,
Ce premier hôtel est aussi le dernier qui reste, malheureusement, car tous les hôtels de Ledoux, comme ceux de Boulay, ont disparu. Et cet hôtel, c'est l'hôtel d'Allouil, du nom du colonel des Suisses, qui se trouve rue Michel-le-Comte, dans le Marais, dans le nord du Marais, près de la rue Beaubourg. C'est un hôtel qu'on ne peut pas visiter, qui est une propriété privée, divisée en copropriété d'ailleurs, et où habite un grand artiste allemand qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et donc vous avez là un hôtel qui n'est pas du tout évidemment une création de Ledoux, mais en fait un hôtel entre cour et jardin du règne de Louis XIII, d'une découverte récente. Dans les archives, on s'est aperçu que sous l'hôtel néoclassique, on le devinait bien sûr à un certain nombre de traits, il y avait en fait une maison construite en 1628. Et peut-être même par François Mansart. Quelle belle histoire de voir peut-être François Mansart et Ledoux, l'un et l'autre, à l'origine et à la fin de cet hôtel. L'hôtel présentait des difficultés, évidemment. Regardez, entre cour et jardin, mais il est simple en profondeur, parce que c'est un hôtel Louis XIII. Il y a des ailes à droite et à gauche, donc la cour n'est pas très grande. On ne peut pas mettre les écuries, parce que sinon on va pas s'en sortir. La rue est très étroite et très passante, aujourd'hui encore, à cause d'une ligne de bus à sens unique. Donc il vaudrait mieux se protéger de la rue. Et donc la cour est assez sombre, puisqu'il y a un logis entier bâti sur la rue. Et puis le jardin est tout petit, puisque ici il y a le mur d'une autre rue, qui est la rue de Montmorency. Donc c'est difficile, évidemment, d'organiser ici quelque chose de cohérent. Et c'est pourtant ce que va réussir à faire ce jeune homme, plein de talent, tellement plein de talent qu'il inquiète beaucoup son commanditaire, qui fait faire un contre-devis par un collègue, et qui lui demande de bien s'engager à ne pas dépasser la facture, ce qui est évidemment un peu ridicule quand on connaît les grands architectes. Alors, Ledoux va rhabiller l'hôtel complètement. D'abord, il va rhabiller la peau de l'hôtel, et il va améliorer sensiblement la distribution. La première idée, c'est de rejeter évidemment ici la grande écurie avec un accès sur l'arrière, caché par le mur ici, qui est le mur du jardin. La cour conservant les remises ici. On va ensuite, après le grand escalier qui est reconstruit au même emplacement et qui possédait déjà cette pénétrante ici dans le logis, créer un petit escalier de dégagement et cette pièce ici qui n'existe plus, on a refait une pièce unique. Le salon au centre, on arrive à introduire quand même comme il faut le fameux salon au centre. Et puis cabinet, chambre à coucher de part et d'autre. Donc c'est un appartement réduit, mais quand même qui possède des éléments à la mode, le salon donnant par un perron sur le jardin. Le coup de génie, c'est que puisque le jardin est petit, il faut le rendre encore plus petit pour qu'on ne le voit pas, toujours cette histoire des chameaux. Et donc Ledoux va avoir une idée merveilleuse, il va construire en prolongation des petits pavillons en saillie très 17e, des colonnades ici qui servent de péristyle pour se promener à droite et à gauche quand il pleut. On peut donc voir le jardin, comme ce que je vous avais dit pour la chapelle, vous vous souvenez, la loggia sous la chapelle de l'hôtel de Cluny. Et puis le plus extravagant, c'est qu'au fond du jardin, il y a une fontaine adossée au mur, qui est de l'époque Louis XIII, que l'architecte va conserver en partie et remodifier. Mais on va demander au voisin d'en face, qui est un couvent, l'autorisation de peindre sur le mur du couvent un paysage représentant un jardin. Autrement dit, quand on est dans les appartements à l'étage, on voyait le jardin vrai et au-delà de la rue, un jardin peint sur un mur. Un trompe-l'œil tout à fait extraordinaire, dont l'architecture de l'hôtel offre des exemples dès le XVIIe siècle, mais celui-là est peut-être le plus extravagant. D'habitude, les gens peignaient un mur sur leur propre propriété, là il a fallu négocier avec les voisins cette chose. Donc voilà les coupes très mensongères. Il faut se méfier évidemment des documents publiés par Ledoux à la fin de sa vie, parce qu'il a corrigé les projets tels qu'il aurait voulu les faire si le commanditaire n'avait pas manifesté scandaleusement son point de vue. Mais enfin, c'est quand même le commanditaire qui paye et qui habite. Donc le corps de logis sur rue, nous avons une coupe bien sûr longitudinale. Le corps de logis sur la rue, qui étanchéifie la cour par rapport aux vues des voisins et au bruit de la rue. Les ailes, vous voyez, rhabillées avec ces grandes façades striées de refend. Le pavillon de l'escalier. Le logis que nous voyons en coupe, avec les beaux appartements. Et le jardin qui dispose, vous voyez, de cette colonnade. Ça, c'est celle donc du côté ouest. Le mur ici, et les arbres, en fait, sont ceux du voisin. Et voilà le couvent sur lequel l'architecte va aller peindre son mur. Voilà ce qu'on voyait quand on était dans les appartements. L'hôtel de Ledoux s'arrête là. Et tout ça, cette colonnade feinte avec le grand jardin derrière, est sur le mur du voisin. Hélas, vous imaginez qu'il ne reste rien de tout ça, mais on peut rêver. Tandis que le jardin vrai, vous voyez, est beaucoup plus petit, puisqu'il y a seulement, avec les deux colonnades, cet espace. D'ailleurs, ça n'existe pas, c'est un petit trucage. En fait, le mur s'arrête là. Les gravures sont toujours, évidemment, des documents qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Ça, c'est la façade sur la cour. Et là, regardez l'idée de génie de Ledoux, qui n'a pas la faculté d'aménager un grand avant-corps ou quoi que ce soit. Il va jouer sur ces refends ou ces bossages, en l'occurrence ici. Il les arrête comme ça, juste avant ces trois travées, et il donne une grande monumentalité à une façade qui est toute petite. La restauration des petits carreaux qui disparaissent à l'époque dans l'architecture française, évidemment,
est une grossière erreur du restaurateur des monuments historiques. Il n'y avait que des baies à grands carreaux, bien évidemment. Une de ces nombreuses restaurations qui altèrent l'édifice. Sur le jardin, en revanche, l'architecte qui est intervenu ensuite a été plus malin. La photo n'est pas très bonne, pardon, mais là vous avez les grands carreaux, puisque la fenêtre à grands carreaux, qui remplace les petits bois, se développe très fortement à partir des années 1740 dans l'architecture aristocratique, puis dans l'architecture bourgeoise. Voilà ce jardin minuscule, vous voyez, mais entouré de ces colonnades, comme une sorte d'attique, cour attique, tout à fait atrium, pardon, tout à fait merveilleuse. Et au fond, il y a une fontaine avec un mascaron grotesque qu'on a bien du mal à croire de 1768, 1770, et qui est peut-être une récupération partielle de la fontaine du règne de Louis XIII, qui était déjà dans ce jardin, puisque nous savons qu'il y avait là un extraordinaire décor. La maison était celle de Jean Jacquelin, qui était intendant des bâtiments du roi, et nous savons que Jacques Sarrazin était intervenu pour décorer le jardin. Jacques Sarrazin, le fameux sculpteur de Louis XIII. On a retrouvé d'ailleurs un morceau de statue lors des fouilles dans le jardin, qui peut-être provient de cette fontaine d'origine. Il y a donc chez Ledoux ici un jeu, en même temps bien sûr que vous retrouvez le thème classique à la Renaissance, des congélations, l'eau qui s'est pétrifiée, thème magnifique que les maniéristes italiens nous avaient appris et que Ledoux reprendra avec force, vous le savez, à la Saline d'Arquesnan, en Franche-Comté. Voilà le dessus de la porte, car on a quand même fait à la porte un effet monumental de fronton pour magnifier la façade. Et remarqué par ce chantier, Ledoux va réaliser à ce moment-là toute une série d'hôtels très importants. Ici, je vous montre l'hôtel d'Uzès, hélas détruit pour faire passer la rue d'Uzès, qui est une belle rue du XIXe siècle, mais peut-être on pourrait trouver qu'elle n'était pas absolument indispensable et que ce massacre est regrettable. Hôtel qui est aussi un rhabillage que Ledoux a opéré sur une maison plus ancienne du début du XVIIIe et qui se signalait aussi par une très longue allée dont seul le portail donc, pouvait sur la rue marquer l'importance. Or, c'est un hôtel militaire, donc regardez, Ledoux ressuscite aussi une thématique militaire à travers des colonnes canons, vieux truc aussi des maniéristes, comme à l'Arsenal ou comme dans certains palais italiens, bien connus donc des architectes. Vous voyez que ces colonnes avec des trophées et des cuirasses marquent le caractère militaire de cet hôtel. Portail qui a fasciné, vous voyez, ici dans un relevé de la fin du XVIIIe siècle. Et portail qui est en fait, regardez, une toute petite partie avec une immense allée qui conduit à l'hôtel en cœur d'îlot. On imagine qu'il n'a pas été difficile au XIXe de tracer une rue, vous voyez, puisqu'on ressort de l'autre côté sur une des rues du 2e arrondissement. Hôtel entre cour et jardin, double en profondeur, avec un effet de rhabillage des façades. Pour le reste, la distribution est classique. Vous voyez, un rhabillage, là aussi, Ledoux va corriger un peu les gravures. C'était moins spectaculaire que ça. Il n'avait pas eu le crédit pour faire absolument tous les bossages de la colonnade. Et nous avons une très exceptionnelle et rare photographie de la façade sur le jardin. Et vous voyez que par rapport au plan, vous apercevez ici des colonnes libres dégagées du mur. Il s'agit en fait de pilastres ioniques. Un ionique qui n'est plus qu'amodien, avec la grande guirlande, comme tout à l'heure chez Boulet, et des statues en acrotère au niveau de l'étage d'attique. Voilà l'hôtel d'Uzès, donc nous sommes toujours dans les années 1770, et de ce naufrage, un salon a été sauvé qui fait l'orgueil du musée Carnavalet, et où Ledoux, je n'ai pas beaucoup parlé de boiserie, c'était impossible évidemment, même en 4 heures, où Ledoux, vous le savez, a changé l'histoire de la boiserie en supprimant le bas-lambris et en faisant monter les arbres trophées des parcs closes directement depuis la plainte, ce qui est une idée merveilleuse évidemment et très poétique. J'ai dit tout à l'heure que le boulevard attirait les artistes, et bien effectivement, Ledoux va recevoir une commande, c'est l'hôtel de Montmorency, à l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin et du boulevard des Italiens, du boulevard des Capucines, pardon. Et vous voyez ici un extraordinaire trucage, un effet du trucage de la gravure par cette planche. Là, c'est la façade en développé, alors qu'en réalité, il y a une façade, un angle avec la porte et une autre façade. Mais regardez surtout la façon dont, pour l'équilibre de la gravure, on a inversé le plan ici, pour avoir 2 axes, alors qu'évidemment le plan devrait être rigoureusement tourné dans le même sens. Là aussi, c'est une belle composition d'architecte mise en page, mais évidemment, l'architecture, là, n'est pas reproduite telle qu'elle serait en réalité. Pour cet hôtel, qui pose un problème, évidemment, c'est que c'est à nouveau un hôtel sur le devant, donc, typologiquement, la série la moins répandue. Mais j'insisterai peut-être, parce qu'un de mes collègues récemment disait que les hôtels qui n'avaient qu'un corps sur le devant ne devaient pas être comptés comme des hôtels, mais seulement comme des maisons. Je ne crois pas que ce soit possible de réduire les choses de manière aussi simple.
Ce bâtiment, effectivement, est venu se mettre sur le devant parce qu'il y a un extraordinaire paysage. C'est le paysage du boulevard qui change à ce moment-là d'une manière considérable et qui est la grande promenade que Louis XIV avait dessinée à la fin du XVIIe siècle. Le Doubs étant contraint par une parcelle relativement étroite, l'hôtel a été détruit, c'est l'emplacement du vaudeville et plus tard d'un cinéma à l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin. Il a placé donc son logis sur l'angle et du coup il a tiré un parti fantastique des deux façades en plaçant l'axe de distribution avec un vestibule qui dégage vers la cour ici sur la diagonale complète. Donc un très très bel ensemble avec les escaliers qui ont des formats tout à fait originaux et qui permettent de ménager des grands appartements à droite et à gauche sur la rue de la Chaussée-d'Antin et sur le boulevard. Vous avez ici en coupe l'organisation avec le grand salon qui prend des jours dans la toiture selon une astuce bien connue depuis le grand salon de l'hôtel Marly, du château de Marly bien sûr. C'est-à-dire que en fait il y a des jours ici et là, vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes loin, sur le comble qui éclaire le salon central. Mais peut-être la chose la plus extraordinaire que l'architecte est amené à construire dans ce quartier de la Chaussée-d'Antin en mutation, tous ces hôtels qui ont été détruits par l'aménagement de l'Opéra Garnier sous Haussmann, c'est la maison justement d'une actrice très célèbre, c'est Mademoiselle Guimard, immortalisée par Fragonard. C'est l'hôtel de la Guimard. Nous sommes à une époque où la société française s'est tellement libéralisée qu'une dame de l'opéra peut se faire construire un hôtel. Elle n'est ni banquier, ni noble, ni quoi que ce soit. Elle se fait construire un petit hôtel par Claude Nicolas Ledoux, rue de la Chaussée-d'Antin, un peu plus haut, sur une parcelle relativement étroite, et qui a été détruite pour percer une des rues dégageant Garnier, et qui est un hôtel merveilleux parce que, d'abord, vous voyez ici, il est triple en profondeur, avec le tout petit jardin derrière, mais surtout parce que le bâtiment sur rue a été conçu par Ledoux pour loger un théâtre. Évidemment, une actrice a besoin de répéter. Et donc, en réalité, au-dessus du porche d'entrée et des services, il y a une petite salle de théâtre tout à fait merveilleuse qui vient, je crois qu'on la voit, voilà ici, compléter l'hôtel. Voilà le porche, pièces annexes, et au-dessus, une salle privée avec la salle et les machines ici et le rideau avec les loges qui forment la fin de la salle. Vous avez le plan ici qui rattrape très habilement, évidemment, la forme trapézoïdale du bâtiment d'entrée, puisque la parcelle, vous voyez, développe des lignes qui ne sont pas orthogonales par rapport à la rue. L'autre grande réussite, c'est qu'évidemment, comme on l'avait vu déjà amorcé chez Boullée, Ledoux va aller plus loin encore dans la traduction du portique antique sans fronton, qui est une allusion bien sûr au temple de la muse Terpsichore et qui est une allusion parlante à la propriétaire. L'idée de génie étant chez Ledoux de faire passer, vous voyez, l'entablement de ces colonnes ioniques, qui sont maintenant vraiment les colonnes de la Grèce, devant un grand cul-de-four avec cette abside traitée à caisson comme l'architecture romaine, qui dégage un vestibule ouvert avant de pénétrer par ces trois portes dans les appartements. C'est pas très grand, hein, c'est même assez petit, c'est une maison de poche, mais c'est un chef-d'œuvre absolu et nous déplorons absolument, bien sûr, cette destruction en 1859, qui n'avait aucune utilité puisque ça ne gênait pas du tout l'Opéra Garnier. Voilà le relevé publié dans les planches de l'architecture de Ledoux. Évidemment, là encore, trucage merveilleux, puisqu'on a l'impression d'être à la campagne, à droite et à gauche, alors qu'il y avait là de grands murs mitoyens avec les maisons des voisins. Mais c'est aussi ça que veut nous signaler, évidemment, Ledoux. On est dans le néopalladianisme français maintenant, et on a l'impression d'un pavillon, comme ça, qui est posé, offert. Alors que, vous voyez, sur ce dessin, là où on a procédé à l'élision du corps sur rue, on voit bien qu'on est dans un quartier bâti, au contraire, voilà les treillages du jardin, et toujours cet extraordinaire vestibule ouvert derrière ce portique ionique. Je vous montre un autre hôtel, moins brillant peut-être, de l'architecte Collignon, mais qui est intéressant, c'est l'hôtel de la Vaupalière, qui se trouvait, lui, rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui a été très abîmé à plusieurs reprises, d'abord par le percement de la vue de Matignon, et puis finalement par une restauration d'une grande violence, il y a 10 ans, par un architecte à la mode pour une compagnie d'assurance. Hôtel qui est construit par un architecte pour le louer. Donc nous avons là encore un autre type de clientèle qui s'est beaucoup développé avec le temps. C'est l'architecte qui construit et qui ensuite trouve un locataire pour gagner de l'argent. Ce qui nous intéresse dans cet hôtel, c'est qu'on ne peut pas le lire aujourd'hui parce qu'il a été tellement abîmé qu'on ne peut pas accéder correctement. On entre en fait par le côté. Mais dans cette coupe tout à fait intéressante, une coupe donc à nouveau longitudinale, vous avez ici la rue du Faubourg Saint-Honoré, il y a un portail sur la rue, et vous longez une avant-cour dans laquelle on a monumentalement traité les communs sur une parcelle qui se décroche. Et après l'allée,
on arrive dans la cour de l'hôtel lui-même, entouré de murs bas, hôtel double en profondeur, avec la façade sur le jardin que je viens de vous montrer, et qui reprend, vous voyez, une thématique hiérarchique avec 2 ailes plus basses et l'hôtel principal avec ce grand couronnement sans toiture apparente. Vous avez reconnu bien sûr le siège de cette compagnie, dont là aussi j'oublie malencontreusement le nom, et qui a été, vous voyez, embelli très nettement, je crois, par un étage de bureaux, mais on pourrait trouver peut-être que l'architecture de M. Bofill est plus intéressante que celle des années 70 qui est ici. C'est une question que je laisse ouverte et à votre sagacité, bien sûr. Et pourtant, de tous ces hôtels, celui que Walpole, qui visite Paris dans les années 1770, trouve le plus beau, c'est l'hôtel du Châtelet, qui est aujourd'hui le ministère du Travail, rue de Grenelle. Les fameux accords de Grenelle doivent leur nom à cette adresse. Hôtel qui avait abrité l'archevêché et qui a été donc saisi sur l'archevêché après la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. C'est un hôtel que Walpole trouve le plus beau de Paris et pourtant c'est un hôtel qui est parfaitement, pour le coup, dans une typologie très classique. Grand mur de clôture sur la rue avec un portail saillant à colonnes, 2 pavillons de service, la cour avec des ailes basses à droite et à gauche, corps de logis entre cour et jardin double en profondeur, ordre colossal, c'est vrai, composite, et une admirable façade qui reprend cette idée, vous vous souvenez, du salon saillant, ici à 3 pans, traité dans cette écriture néoclassique très pure, qui en fait des maisons, effectivement, on peut être d'accord avec Walpole sur ce point, des plus élégantes de Paris. Même si typologiquement parlant, elle est parfaitement classique. Mais je voulais vous la montrer pour vous rappeler qu'il ne faut pas raisonner dans l'histoire de l'hôtel parisien, je crois, en termes de progrès. Toutes les formules coexistent, cohabitent, se combattent sur les plans de la mode. On peut trouver à la même époque différents types de formules. Il ne faut surtout pas faire de l'histoire de l'art d'une manière linéaire, ce serait assécher complètement l'intelligence de ces périodes si complexes que sont les âges modernes et contemporains. Voilà le grand escalier qui est jouxte le vestibule, avec cette célèbre rampe en fer forgé bleu et or, et des statues dans les niches, car la cage d'escalier est toujours propice à une grande mise en scène possible de statues. Il y en a toute une famille qui existe, c'est un des derniers grands représentants de cette famille d'escaliers ornés de statues. Et je n'ai pas donné l'architecte, qui est bien sûr Mathurin Cherpitel, qui va également donner, dans la rue de Grenelle, mais plus haut, un autre hôtel qui abrite un ministère, c'est l'Éducation nationale, ancienne instruction publique, l'hôtel de Rochechouart, qui lui aussi, vous voyez, est très enfoncé dans la parcelle, puisqu'il y a une première avant-cour ici, il y a un axe de composition, puis une deuxième cour avec une basse-cour, avant d'arriver dans l'hôtel proprement dit, entre cour et jardin, qui a ici des dégagements. En fait, ce plan est du XIXe siècle, l'hôtel a été agrandi sensiblement avec le temps. Mais si l'on se place dans les bureaux gigantesques construits en style néo-Louis XVI en 1910 par la Troisième République pour agrandir le ministère, qui commençait déjà à être très imposant, eh bien on voit donc à nouveau le traitement. Cherpitel fait comme ses collègues, utilise la colonnade, ou ici des jeux de pilastres, monumentaux toujours, pour donner un caractère de force à son architecture. Même effet de colonnade, cette fois-ci vraiment réalisé, dans ce plan postérieur qui n'est pas très beau, bien sûr, de l'hôtel que Legrand réalise pour Gallifet, enfin l'hôtel dit de Gallifet aujourd'hui, qui est le centre culturel italien, rue de Varennes, et qui est une maison accessible au public et merveilleuse. On voit apparaître ici une chose qui domine aussi dans l'architecture religieuse et dans l'architecture des bâtiments publics, la grande colonnade, qui objectivement n'a pas grand-chose à faire avec l'hôtel particulier, en ce qui pourrait concerner évidemment la distribution ou le coût de construction, mais qui en revanche donne un caractère extraordinairement monumental à cette architecture, pourtant privée, que sont les hôtels entre cour et jardin ou en cœur d'îlot. Voilà la façade avec des colonnes engagées qui épousent d'une manière assez pittoresque les persiennes de bois qu'on a rajoutées postérieurement. À l'intérieur, l'architecte a continué un grand discours minéral dans la cage d'escalier, un admirable escalier sur un plan circulaire à vide centrale, avec des colonnes à chapiteaux composites. Et nous retrouvons Étienne Louis Boulet, qui va donner sur les Champs-Élysées, pour Madame de Brunoy, des hôtels les plus extravagants, puisque si on regarde dans ce sens ici par la rue du Faubourg Saint-Honoré, l'entrée avec la cour, les services et l'hôtel entre cour et jardin, double en épaisseur. Mais voilà, en fait, ce qui est important dans cet hôtel, c'est la façade sur le jardin. Vous devinez déjà qu'elle est traitée monumentalement avec une colonnade.
et elle a ici cette avancée circulaire qui permet de descendre au jardin. Cet hôtel rue du Faubourg Saint-Honoré a son jardin qui va jusqu'aux Champs-Élysées. Et là, nous avons un extraordinaire exemple très intéressant où l'architecte a renversé la composition. Ce qu'il a traité prioritairement, c'est la vue sur les Champs-Élysées et non pas sur la rue Saint-Honoré. Vous voyez que le portail est déporté, on arrive par cette espèce d'allée avec les communs à gauche. C'est vraiment beaucoup plus intéressant si, une fois qu'on a la coupe publiée par Kraft et Ransonnette, si on entre ici dans l'hôtel, c'est d'avancer jusqu'au salon avec sa colonnade. Et il y a ici les petites ailes recouvertes de treillage pour fondre l'architecture dans le jardin. Et lorsqu'on arrive évidemment sur le jardin, et depuis les Champs-Élysées, voilà la grille depuis les avenues latérales des Champs-Élysées, on voit cette extraordinaire façade, aussi à nouveau comme d'un temple, traité par Boullée, de manière très démonstrative. Et nous avons là un exemple très intéressant d'attraction du site à nouveau sur l'hôtel. Mais cette attraction du site, elle, bien sûr, et je terminerai par là, même si je crois Vincent Droguet en reparlera parce que c'est un cas tellement extraordinaire, c'est le plus grand, le plus fascinant hôtel de Claude Nicolas Ledoux, détruit hélas en 1824 pour faire passer la rue dans l'axe de l'église Notre-Dame de Lorette, donc la rue Laffitte aujourd'hui. C'est l'hôtel de Télusson, construit dans le début des années 1780 jusqu'en 84. Fascinant d'abord parce qu'on y voit une des choses qui a sous-tendu mon discours depuis le début, c'est la question de savoir comment rester entre soi quand on a un hôtel particulier. Cette question qui consiste soit à construire des hôtels tous les uns à côté des autres, mais il faut être sûr que les voisins ne vont pas déchoir, soit à interdire, comme avait essayé de le faire le comte d'Évreux à l'Élysée, les manants de s'approcher trop près de l'hôtel et de bâtir près de la maison. Ça n'avait pas très bien marché. Ou alors contrôler complètement tout le quartier soi-même, et auquel cas contrôler ses abords. Et ce que nous remarquons déjà dans cette planche des terrains à vendre, nous sommes en haut de la chaussée d'Antin, voilà la rue de Provence, c'est évidemment qu'il y a des terrains à vendre tout autour, car le propriétaire possède la parcelle entière. Il a donc choisi l'emplacement de l'hôtel, et il a fait une chose évidemment merveilleuse, très rare dans l'histoire de l'hôtel. Il s'est mis dans l'axe d'une rue. C'était assez chic d'avoir une rue qui dégage son logement. Je vous l'avais dit, Marie de Médicis l'avait fait au Luxembourg en allant se mettre devant la rue de Tournon. Et vous vous souvenez, Mansart, à l'hôtel de la Vrillière, s'était mis en face de la rue des Fossés-Montmartre, l'actuelle rue d'Aboukir. Donc ici, Ledoux va proposer à son client de se mettre dans l'axe ici de cette rue. Hélas, idée qui va se retourner contre l'hôtel, puisque c'est cette prolongation de rue qui aboutira à la destruction. De part et d'autre, ces terrains à vendre, il y a des bandes qui sont réservées. Des bandes qui vont permettre d'étanchéifier les vues de l'hôtel à droite et à gauche. L'hôtel, c'est ça. Et donc, ici, on va construire des petits hôtels qui seront loués par le propriétaire à des voisins, à des clients. Et ainsi, architecturalement, tout l'espace est contrôlé. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce plan, c'est qu'on n'y comprend rien, a priori. Alors, essayons d'abord de raisonner d'une manière classique. Nous entrons par la rue qui se trouve tout en haut, qui est, je crois, autant que je me souvienne, la rue de la Victoire. On entre ici et il y a une cour, avec des bâtiments de service qui l'abordent, une cour qui forme un hémicycle. Il y a un corps de logis ici, principal, qui est triple en profondeur, sur les côtés, et si on compte ce grand vestibule, ici aussi, avec un grand dégagement, avec une immense colonnade ici. Ici, il y a un soubassement arrondi avec des colonnes. On devine que là, il y a un motif qui est celui sans doute du centre de la façade sur le jardin. Ensuite, ici, il y a des passages qui conduisent à une salle des bains, on ne peut pas faire plus chic, un grand appartement des bains en fond de parcelle, et nous sommes ici sur la rue de Provence. Le jardin entoure complètement la maison. Nous sommes là dans cet effet d'isolement complet de pavillon, maison de plaisance. Je suis ici à l'étage souterrain, si j'ose dire. Donc, tous ces passages se trouvent en fait en contrebas du sol, car le plan en fait des étages est ici. Et vous d'abord, vous découvrez les deux petits hôtels voisins qui permettent de contrôler les vues, le jardin passant tout autour. Et nous sommes maintenant, en entrant dans la cour, obligés de monter monumentalement ce grand escalier, car il y a manifestement une grande différence de niveau. Et nous nous déployons dans le grand appartement, dont le grand salon a été placé dans l'axe de composition selon la tradition, et en défonçant la façade, comme on le faisait depuis le début du XVIIIe siècle. C'est ce fameux temple, bien sûr, qu'on connaît et que nous voyons ici. Mais j'y reviendrai dans un instant. Voilà maintenant les coupes, deux coupes de l'hôtel, et nous comprenons que, évidemment, c'est bien un hôtel entre cour et jardin. Nous sommes entrés ici, sous un passage
cocher voûté. Au-dessus, il y a un belvédère, comme un temple piéto à colonnes, qui permet de voir Montmartre, du côté du nord. Nous sommes arrivés dans une cour qui était bordée de bâtiments. Nous montons ici le grand escalier. Ou alors, si nous sommes un peu fous, nous prenons directement là, mais c'est pas poli de ne pas attendre que le maître de maison vous fasse la visite, et nous descendons ici dans cette sorte de jardin qui est creusé par rapport au niveau de la rue de Provence et qui conduit jusqu'à l'appartement des bains. Formidable. Formidable disposition scénographique où l'architecte a tiré parti de la pente de Montmartre qui commence ici, évidemment. Appartement triple en profondeur qui n'est rendu possible que parce que la partie centrale n'a pas d'étage et qu'elle est éclairée par un lanternon zénitalement parlant. C'est à cette époque qu'apparaissent et se multiplient les fenêtres de toiture qu'on appellera plus tard les châssis de toiture et après du nom d'un ingénieur danois, les vasistas. De ce côté, il y a une composition monumentale qui ressemble à une porte. C'est ce que nous voyons. Ici, le temple, qui est bien sûr sur son rocher une citation directe du temple de la Sibylle de Tibur, à Tivoli, bien sûr. Et les cascatelles, très célèbres, célébrées par Hubert Robert, par Fragonard. Mais si nous nous plaçons maintenant rue de Provence, c'est ça que nous voyons. C'est fantastique. Un arc de triomphe, encore enterré comme les arcs étaient à Rome, mangés par le sol du forum, le Campo Vaccino, le champ des vaches qui broutait l'herbe sur ces beaux monuments encore enfouis que les archéologues n'avaient pas encore dégagés. Regardez, soit dit en passant, les petits hôtels latéraux qui permettent d'avoir des bons voisinages. C'est très joli, ça c'est dessiné en même temps que tout ça. Et donc, nous avons la citation de l'architecture de l'hôtel qui se présente comme un hôtel parfaitement régulier avec deux avant-corps latéraux, un avant-corps central en défoncé, mais cet avant-corps devient lui-même le moment d'un tableau avec le faux rocher au naturel et le jardin. Il domine, comme le temple de Tivoli, à pic, si j'ose dire. Mais le plus extraordinaire, c'est bien sûr cet arc. Cet arc qui d'abord est une citation merveilleuse de l'Antique, avec ce jeu de mots de l'arc encore enterré, non pas une citation de l'Antique qu'on recopierait dans ses proportions rétablies par les archéologues et les graveurs, mais comme un arc qui lui-même a subi la montée des terres, symbole de la fragilité de toute chose, une des philosophies qui sous-tend les Lumières, et bien sûr cet extraordinaire créateur qu'est Ledoux. Mais la chose la plus extravagante qu'on voit sur cette gravure, je crois très bien, c'est qu'autant dans le plan du sous-sol, il était clair que les bains formaient un terminus du côté de la rue, autant l'arc ici nous apparaît grand ouvert. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire c'est plutôt ça la porte, et on peut rentrer par là. C'est vrai qu'on peut rentrer par là, d'ailleurs on le voit, les gens ici peut-être s'apprêtent à rentrer, on peut circuler et aboutir aussi par ces escaliers directement dans les appartements. Autrement dit, l'hôtel est retourné, et d'une certaine manière, si on peut le lire depuis le haut, c'est surtout de ce côté-là, bien sûr, la façade jardin, que l'architecte a eu la plus belle idée. Cette façade jardin, qui avait toujours été dans l'hôtel particulier parisien, abritait des regards, disposée pour le plaisir unique de l'occupant et de ses amis, devient un spectacle urbain. Et cet arc de triomphe, il forme le point de vue d'une rue qu'on voit de très loin depuis les grands boulevards, cette fameuse rue d'Artois devenue Laffitte après la Révolution de 1830. Et cet arc de triomphe, il encadre l'hôtel. Quand vous êtes dans la rue et que vous montez vers l'hôtel très légèrement, eh bien, le temple se dégage dans l'arc. Vous ne voyez pas plus que le temple. Donc vous avez la mise en scène d'un monument qui n'est pas un hôtel, a priori pour vous, spectateurs de la rue, mais peut-être un temple que vous allez découvrir. Il y a un fantastique jeu sur la découverte. Et je crois la plus belle idée, c'est bien sûr de retourner le gant, car vous avez compris que cet hôtel peut se lire de toutes les manières, en se plaçant maintenant avec les invités dans le grand salon, au pied des colonnes, et du coup l'arc de triomphe devient un œil de visée pour voir Paris. Et on découvre à ses pieds tout Paris qui descend jusqu'au centre, depuis les hauteurs de ce Montmartre du XVIIIe siècle, de la chaussée d'Antin. Autrement dit, avec l'hôtel de Télusson, peut-être Ledoux est arrivé au maximum de cette élégance, de cette inventivité, de cette ingéniosité de l'hôtel particulier, en portant cette formule qui avait été tout entière consacrée à l'habitat privé au niveau de la grande architecture publique. Et c'est là, je crois, la réussite la plus extraordinaire de l'hôtel de Télusson. Je vous remercie de votre attention.